T'es étudiant le jour, t'es DJ la nuit. Maintenant, on veut que tu nous racontes des anecdotes croustillantes. Tu me dis, moi le cachet, y a pas de souci, je te paye 1 000 € de l'heure. Tu m'as dit, je te ramène, piscine, tu veux des putes, je te ramène des putes. Enfin, Là, t'as les cours, plus l'alternance, plus le DJ, plus d'autres dates que tu veux ajouter. Comment tu vois ça, genre long terme? après, plus long terme, ça serait d'être payé, mais pouvoir aller dans tous les pays. Tu vois, d'être le lundi mixé à Miami, puis le mardi en Allemagne. Et toi, du coup, comment tu fixes tes prix, tu vois? Est-ce que c'est en fonction de la durée, du lieu, du public? J'y vais, je leur dis, bon bah je vous fais le premier gratuit. Et donc c'est la stratégie que j'ai fait en Malaisie, à Bali, tout ça. Et ça m'a permis du coup de mixer dans des endroits top, mais je sais que derrière ça va être rentable parce qu'en fait ils vont me reprendre et du coup ils vont me payer. Et si ça plu, s'il y a des jeunes DJ qui ont écouté ce podcast et qui veulent se lancer et qui ont encore des questions qui n'ont pas été vues dans l'interview, qui veulent me poser, il n'y a pas de souci, ils peuvent m'en parler sur Instagram. Moi je reste hyper ouvert. Du coup, on va échanger les rôles, Mathis. C'est moi qui vais commencer avec l'intro à l'américaine, la fameuse. La Donc, fameuse. Hippolyte, bienvenue chez Autops. En France, aujourd'hui, le SMIC, il est à 1 426 € par mois. Aujourd'hui, tu es notre invité du jour qui génère en une seule soirée derrière les platines plus que ça. DJ la nuit, étudiant le jour. Il enchaîne les bookings internationaux tout en gérant ses études. À 20 ans, il mixe à Kuala Lumpur, à Hong Kong, à Bali, à Paris et il gagne sa vie avec ce qui était à la base juste une passion. On s'est rencontrés à Kuala Lumpur lors d'une soirée où il a retourné la foule, ce qui nous a connectés, la vibe, le business, cette envie commune de créer même à l'autre bout du monde. Originaire de Dillon, on accueille aujourd'hui Hippolyte Libé qui construit sa vie entre rythme électro, horaire de cours et vol long courrier. Hippolyte, bienvenue chez Autops. Merci, bah très belle intro, c'est gentil en tout cas, bien présenté, ça fait plaisir, merci beaucoup. Bah ouais, merci Nathan pour l'intro. Moi, j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi, Hippolyte, et puis évidemment découvrir les mythes et les réalités du monde de la nuit que je connais pas bien. Mais avant ça, ceux qui écoutent le podcast en version audio sur Spotify ou Apple Podcast, je rappelle qu'ajouter un 5 étoiles, ça permet de faciliter la propagation. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous, mettez un like, commentaire, et puis sans plus attendre, passons à l'épisode. Hippolyte, selon la tradition du podcast, on va commencer par 7 questions rapides auxquelles tu vas répondre uniquement par oui ou par non. T'es prêt? Je suis prêt. Cool. As-tu déjà joué sans avoir préparé ton set? Oui. Tu te vois vivre uniquement du DJing? Non. Est-ce que les DJ sont des musiciens? Ça dépend. Non, je pense pas. Est-ce que Dijon, c'est mieux que Kuala Lumpur? Non. Non. Est-ce que tu as déjà perdu ta clé USB juste avant de jouer? Oui. Est-ce que tu as déjà fait un duo avec un DJ que tu détestes juste pour le buzz? Non. Et est-ce que tu regrettes un booking que tu as accepté dans le passé? Non. Ok. Du coup, pour toi, toutes tes expériences de booking se sont toujours passées comme tu le souhaitais? Il y a toujours des surprises. C'est jamais vraiment comme tu peux jamais prévoir ta soirée. Il y a toujours des rebondissements. Mais en soi, ça s'est toujours bien déroulé à la fin. Les clients étaient contents, moi aussi. Donc voilà. Trop cool. Trop cool, Bon trop alors, cool. vas-y Nathan, j'allais dire, j'ai envie d'en apprendre plus sur comment vous vous connaissez pour commencer peut-être cet épisode. C'est vrai. Carrément, carrément. Bah, j'allais y venir. Bah, du coup, on s'est rencontrés à Kuala Lumpur. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu notre rencontre, pourquoi, comment, et puis bah pourquoi aujourd'hui on est resté en contact, etc. Carrément. Bah, du coup, on est tous les deux partis en échange à Kuala Lumpur en Erasmus. Et on s'est rencontrés là-bas, du coup, comme tu dis, lors d'une soirée où bah, j'ai eu l'occasion de mixer du coup dans une boîte à Kuala Lumpur. Et du coup, on a bien matché parce qu'on avait tous les deux un peu cette vision un peu business. Je sais qu'on a très vite parlé de ça en fait. Finalement, toi, tu m'as parlé de ta marque, et puis bah moi, tu m'as posé plein de questions. Donc voilà, on a vite connecté. Et puis voilà, on a fait bah, 4-5 mois ensemble, on est allé en Thaïlande, enfin on a un peu visité les pays, on a fait des voyages, on a bien rigolé. Et puis voilà, on est toujours en contact maintenant, bah, parce que bah, même si on est loin, on sait qu'on va se revoir parce que mine de rien, quand tu vas revenir en France, on sera plus si loin. Donc c'était une super rencontre et une super expérience. Donc voilà.
Carrément, carrément. Et puis pour rajouter aussi, c'est que bah, on avait fait quelques vidéos aussi pour ton Aussi, c'est profil vrai. quand t'avais mixé. Et puis bah, c'était assez sympa pour l'anecdote pour raconter un peu aux gens. On avait fait une vidéo promotionnelle du coup pour toi en allant du coup à la boîte qui est en fait un ancien hélipad qu'ils ont transformé en rooftop. Et on avait pu bah toi t'avais pu mixer dans le taxi carrément pour aller à la boîte. Et aussi à la Ça, c'est boîte vrai. en tant que main DJ. Donc ça, c'était vraiment lourd. OK, mais du coup, tu disais, donc tu lui as fait une vidéo promotionnelle et puis, Hippolyte était même en train de faire, du mix dans le taxi? Bon, donc moi, je mixais à Helipad, donc un bel endroit du coup à Kuala Lumpur, qui est du coup un helipad, où vraiment rooftop, où tu as vue sur les 2 tours Petronas, tout ça. Et donc moi, j'avais, pour projet de faire j'ai comme Nathan, je sais qu'il fait un peu de vidéo, de faire un petit vlog, tu vois, de la soirée, présenter un peu et faire une vidéo un peu promotion pour mes réseaux. Et du coup, bon, on a eu un peu des galères de taxi, parce que là-bas, il y a beaucoup de trafic et tout. Donc, on voulait faire la vidéo avant. Du coup, on l'a tournée après. Bon, ça, personne ne le sait. Mais toute la vidéo, on fait croire que c'est avant et en fait, on l'a tournée après. Mais, euh, mais du coup, ouais, sur le retour, j'ai pu mixer dans le taxi. Je me suis connecté. Attends, comment on a fait ça? Je me suis connecté avec mon ordi au Bluetooth et avec mon logiciel de mixage. Bah, en fait, j'ai commencé à mixer dans le, dans le taxi et tout. Et puis on avait même tourné dans la supérette, on avait refait des plans, il était 4 heures du mat chez Nathan, pour que ce soit bien parfait, tu vois, bien nickel. Et du coup, ouais, c'était une putain d'expérience, en vrai, c'était super cool. Et même il y a des vidéos, en fait, l'ascenseur, on voit qu'il monte. En fait, c'est Nathan, il a mis en reverse, il descend. Et tu vois, enfin, on a tout fait vraiment comme ça, à l'envers. Mais en vrai, c'était vraiment marrant. Et puis ça rend bien au final, personne s'en est rendu compte, donc c'est que le travail a été bien fait. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est trop cool ça De ouf, plutôt dans le monde fier de la pour vidéo, je une trouve, vidéo quand à tu as des l'arrache petites. comme ça. Ouais, bah ouais, clairement, clairement. Ouais, puis je trouve ça trop cool en vidéo quand t'as des petites astuces pour fake des choses ou tu sais, genre, Bah ouais. le rendre plus grand ou j'adore, je trouve ça Bah génial. ouais, c'est cool. Bah ça qui est cool en vidéo et même enfin, sur les réseaux, en fait, tu peux quand même faire un peu ce que tu veux, quoi. Tu peux montrer un peu ce que tu veux et tu vois, la preuve là, c'est que personne n'a vu. Alors qu'on a tourné, ouais, je te dis, il était 3 heures du mat, alors que sur la vidéo, mais qu'il est 21 heures. Enfin, mais enfin, tu peux pas le savoir, tu vois. Et du coup, tu peux arriver à jongler avec ça et finalement avoir un rendu hyper quali, alors qu'on a eu des galères, tu vois, pas du tout comme c'était prévu de faire. Normalement, c'était le vlog avant, après la soirée, et après peut-être un petit truc de fin. Et finalement, tu vois, on a réussi à jongler. Mais c'est sûr que c'est marrant bah, une fois que tu as l'anecdote après, de voir ça, quoi. Enfin, voilà. Trop cool. Ouais, Et puis, carrément. pour reprendre un petit peu sur, ton parcours et comment tu as démarré ça, donc toi, tu viens de Dijon, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et puis, c'est là-bas que tu as commencé à mixer? Comment tu as été, amené dans ce monde-là? Tu avais des potes qui étaient déjà dans le domaine? Tu avais des vidéos YouTube? Bah, en fait, c'est un peu, j'ai commencé un peu, pas par hasard, mais j'ai toujours été attiré de près ou de loin par ça. Dès que je voyais des platines et tout, ça m'intéressait. La musique m'a toujours intéressé. J'ai toujours voulu jouer d'un instrument, en vrai. C'est pour ça que je te dis, moi, je me considère pas trop comme musicien parce que je trouve ça tellement plus technique, plus dur de jouer d'un instrument. Tu vois, je sais pas faire de solfège, tu vois, j'ai pas toutes ces bases-là. Mais ça m'a toujours intéressé. Et en France, bah, du coup, tu as le Pass Culture maintenant. Et bon, il a baissé, c'est 150, avant c'était 300. Et du coup, avec ces 300 euros, moi, je me suis acheté une platine de DJ. Et du coup, bah, j'ai commencé à mixer avec une petite FLX 4. Donc, c'est une des plus petites platines que tu peux retrouver sur le marché aujourd'hui. Mais pour débuter, qui est parfaite. Et du coup, comme tu disais, bah voilà, sur YouTube, regarder des vidéos, tout ça. Et puis en fait, petit à petit, ça a commencé à prendre très vite et je m'y attendais pas. Et puis après, bah, ma passion est devenue un peu mon métier. Bon, c'est à côté des cours, mais ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et bon, bah, je pense qu'on en parlera après, mais là, c'est vraiment en train de devenir bah, mon métier, quoi. Donc voilà. Et comment tu apprends concrètement, tu vois? Bah, en France, tu as une école, l'UCPA DJ, que tu peux faire. Mais sinon, en soi, il n'y a pas de formation particulière. Sur Internet, c'est comme tout, tu peux trouver des formations. Après, moi, je sais que j'ai appris tout seul. Genre, dès que je savais pas faire, tu vois, pour quel logiciel prendre, je regardais des vidéos. Après, où prendre mes sons, je regardais des vidéos, je demandais à des potes. Parce que du coup, après, dans mon entourage, j'ai commencé à côtoyer des DJ. Moi, au début, j'étais tout seul. Et après, bah, tu peux demander des conseils. Et puis, plus tu commences à faire de dates, bah, en fait, plus on va te contacter et tu vas avoir de reconnaissance envers les autres DJ aussi de ta ville ou même d'autres villes.
Et donc après, connecter, pouvoir demander des conseils. Et puis aussi, ouais, les vidéos. Après, moi, je sais que j'ai payé une formation en ligne, mais que finalement, m'a pas trop servi parce que je l'ai pris à un moment où, en fait, t'apprends toujours, mais finalement, ça, vous voyez les bases que je pensais ne pas avoir solides. Et en fait, quand je regarde la formation, bah, c'est tout ce que j'ai pu apprendre tout seul. Donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses maintenant et on a de la chance qui sur les réseaux sociaux, tu peux apprendre tout seul et tu peux apprendre sur YouTube à mixer. Enfin moi, c'est comme ça que j'ai appris en tout cas. Donc OK et puis, tu vois, moi, je suis dans le monde, start-up, tech et cetera et puis dans ce monde-là, OK, tu peux apprendre à faire les choses, en regardant sur YouTube comment on fait des automatisations, des choses et cetera. Mais au final, le feedback de savoir si ce que tu fais est bien ou juste, il vient du marché des clients, tu vois? Si tu ça as c'est des sûr. Ouais. donc je me dis, dans le monde du DJ, comment tu parce qu'avant forcément de faire des dates, c'est de savoir si les gens Mmh. s'ambiancent sur tes sons et si les salles sont contentes parce qu'elles sont remplies. Comment tu fais pour savoir si tu es en train de progresser vers un truc qui est bien? Est-ce que c'est Bah, des potes qui te disent, «Ça sonne bien», tu vois? Ou c'est d'autres critères? c'est un peu dur parce que forcément les potes, ils tu peux pas savoir s'ils vont être honnêtes, enfin pas honnêtes avec toi, ils vont toujours, mais ils vont jamais te dire que c'est de la merde. Enfin, j'ai très peu de potes qui vont me dire, «C'est nul». Ils vont me dire: «Ouais, c'est un peu moins bien», mais donc je pense que c'est beaucoup de d'autocritique et après ça dépend, tu as plusieurs styles de DJ mais il faut savoir, aussi, ouais, voir ce que tu fais et puis si tu crois en ce que tu fais finalement et que tu vois que tu prépares après chaque soirée, moi je vais pas faire le même style, je vais m'adapter et tout donc après c'est vraiment du ressenti et de l'expérience parce que plus tu mixes, plus tu fais mais c'est vrai qu'avant de faire ta première date, ta première scène et de savoir si tu bon ou pas, bah, faut juste y aller et puis de toute façon, on passe tous par des échecs, que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit en mixant, que ça soit en faisant du trading, que ça soit en faisant ce que tu veux, tu auras toujours des échecs. Donc de toute façon, voilà, ça m'est déjà arrivé de faire une soirée où ça danse pas, bah, c'est comme ça, tu vois? Mais ça arrive à tout le monde et puis, faut juste se lancer et puis, si ça marche, de toute façon, ça va venir tout seul et les gens vont venir te contacter pour faire d'autres soirées et c'est comme ça que tu sais que ce que tu fais, ça plaît. Même si tu as des gens qui te font des retours et qui te disent que c'est bien, si tu rien derrière, ça veut dire que c'était bien, mais voilà. Donc c'est comme ça enfin moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Mmh. Et je voulais revenir sur la partie, apprentissage parce que, tu comparais du coup, le musicien, qui lui a appris entre guillemets, «les bases très solides», du solfège et cetera et qui et qui est peut-être, tu vois, à l'oreille absolue. Est-ce que tu dirais que tu as besoin de ça pour être DJ, pour, connaître exactement les transitions ou c'est quelque chose que tu apprends en fait? Et c'est pas quelque chose de dû? Ah et c'est assez compliqué. Moi, je dirais que en fait, j'ai pas l'oreille absolue, j'ai pas fait de solfège comme je disais. C'est pour ça que je pense que être DJ, c'est quand même plus simple. Il faut juste avoir le sens du rythme et un peu comprendre qu'est-ce qui peut aller ensemble. I Je sais pas si c'est quelque chose je dirais pas que c'est quelque chose d'inné, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, tu vois, qu'il faut avoir et qui et enfin, je sais pas, parce que moi, comme j'ai appris tout seul, donc tu vois, je me rends pas compte si c'est dur ou pas et j'ai pas envie de dire, voilà, j'ai quelque chose en plus, j'en sais rien. Mais je pense que c'est mine de rien quand même plus facile que d'apprendre, un instrument, tu vois? Il y a pas vraiment tout le solfège qui je pense très dur à apprendre, toute cette partie-là très technique. Après c'est peut-être parce que ça me plaît, je m'en rends pas compte, c'est peut-être ultra technique, tu vois? Mais je trouve ça, ouais, peut-être plus simple d'avoir le tempo, le sens du rythme, le sens des musiques. En plus, tu as beaucoup d'aides maintenant pour voir un peu qu'est-ce qui peut aller ensemble. Tu as les clés, tu as tout, enfin qui peut t'aider vraiment à composer un peu tes sets. Donc je trouve ça plus simple, moi. Mais voilà. Et je fais peut-être un bond, gigantesque, mais genre maintenant avec, l'IA et les autres outils comme ça, est-ce que ça t'aide à faire mieux ou est-ce que juste ça remplace en fait les DJ parce que voilà cette connaissance-là de savoir ce qui va ensemble et cetera, peut être automatisée aujourd'hui? Bah, si je me penche pas mal sur la question, je vais pas te mentir, j'ai jamais utilisé pour l'instant de d'IA qui peut t'aider. J'ai vu que ça existe, ça commence à se démocratiser, un peu des IA tu donnes un peu des styles de musique et qui vont te faire des playlists. C'est ça enfin moi de ce que j'entends, c'est quand même très nouveau dans le monde du DJ. J'ai pas encore vu beaucoup de monde l'utiliser. Est-ce que ça va, vraiment changer quelque chose? Je pense pas parce que mine de rien, le DJ, en tout cas s'il fait bien son travail,
il va s'adapter à la soirée. L'IA en direct, elle va pas pouvoir s'adapter à la soirée. Tu vas lui dire, moi je veux ça, ça, ça. Donc ça va une payer Spotify en fait, tu vois, elle va pas. L'IA, on l'a déjà un peu sur Spotify, tu vois, elle va te recommander des trucs un peu dans le style que tu t'as demandé, le style de la musique d'avant, encore d'avant, que tu écoutes d'habitude. Mais elle pourra jamais dire, putain, j'ai mis ça, ça danse pas, et ça va mieux danser, tu vois. Donc je pense pas que ça remplacera les DJ. Ça peut remplacer sur des petites soirées, mais comme il y a actuellement finalement, mais je pense pas que ça. Après, ça peut être un outil en plus, peut-être que j'ai pas encore assez exploité dans l'aide à la création de sets, mais euh, mais je pense pas que ça remplacera, sûrement pas. OK, super intéressant. OK et je me demandais aussi, tu vois, là, tu nous expliquais que donc tu viens de Dijon. Est-ce que cette ville, ça a plus été pour toi un premier er tremplin qui t'a ensuite permis d'aller ailleurs? Ou est-ce que tu t'es plus senti, limité, et t'as tout de suite eu l'ambition: «OK, il faut que j'aille dans des plus grandes villes, plus grandes salles, plus grandes fêtes»? Je pense que c'est un bon tremplin et parce qu'en fait le truc c'est que du coup c'est pas il y a de la concurrence mais il y a quand même sa place. Tu peux te faire ta place alors que je pense que dans d'autres villes comme Lyon, comme Paris, comme Bordeaux, des grosses villes comme ça, je pense que c'est plus dur ou même Genève, hein, ça va être plus dur de te faire ta place et de te démarquer parce qu'il y a quand même beaucoup de gens donc d'avoir tes premières dates et de faire ton nom parce que c'est ça qui est le plus dur au final, c'est d'avoir tes premières dates et après, quand tu commences à te faire connaître, c'est plus facile, c'est de plus en plus facile. Mais je pense que du coup, être dans une petite ville comme ça, où on est quand même pas mal de DJ, mais si voilà, tu commences à faire tes petites dates, tes petits trucs, tu peux quand même t'en sortir. Et bah, je pense que c'est un énorme tremplin pour ensuite, du coup, me dire, ah bah moi, je suis allé là. Et du coup, en plus, la chance que j'ai eue, c'est de faire mon Erasmus et d'avoir pu mixer dans d'autres endroits. Et du coup, en fait, arriver directement comme ça arrive en septembre dans des grosses villes et même comme je fais actuellement, là, je vais mixer sur Paris en fin de mois. Et du coup, ça permet d'arriver avec un bagage déjà et avoir une certaine reconnaissance et même sur les réseaux, tu vois, avoir deux trois vidéos, deux trois trucs qui te permettent en fait de pas passer pour le mec qui vient de commencer et qui a pas d'expérience quoi. Donc je pense que moi ça m'a vraiment en tout cas servi comme un vrai tremplin et une OK, chance. ça me fait penser un petit peu, je sais pas du tout si le parallèle est juste, mais tu vois, ça me fait penser un peu, aux humoristes où le seul moyen de savoir s'ils font des bons trucs, c'est de le tester sur scène et du coup, tu as envie de pouvoir, démarrer dans un endroit qui est assez petit pour pouvoir faire plein de scènes, tester tes blagues un peu. Parce que si tu es directement propulsé, je sais pas, au Montreux Comedy Club, bah, en final, si tes blagues, elles sont pas testées, tu vas flopper, quoi. Bah, en vrai, c'est un peu ça. Du coup, tu peux. Après, moi, je sais que mes sets, j'essaye de les varier vachement, de toujours apporter quelque chose en plus parce qu'il y a quand même des gens qui viennent. J'ai une chance d'avoir des gens qui viennent me voir régulièrement. Et du coup, bah, tu vois, j'ai envie qu'aussi eux, ils s'amusent et qu'ils disent pas c'est tout le temps pareil, tu vois. Et puis même moi, ça fait plaisir de mettre d'autres choses. Et du coup, à chaque fois, je varie de style, de musique, même si je reste dans le même style, de varier. Et du coup, c'est vrai que ça me permet de tester plein de choses et prendre un peu des risques sur des plus petites dates, entre guillemets, et du coup, me faire plaisir sur des énormes dates, des plus grosses dates où il va y avoir plus de gens. Et du coup, je peux bah, là vraiment mettre en pratique ce que j'ai et mettre tous les sons que j'ai vus qui marchaient avec le même public. Et je sais, je suis sûr de moi, je sais que ça va marcher et je sais quoi mettre au bon moment parce que, comme tu dis, bah, tu as pu essayer en fait plein de fois dans plein de petites dates et du coup, tu fais vraiment le meilleur de ce que tu peux et tu prends moins de risques par contre quand même sur des plus grosses dates mais au moins tu es sûr que ça va marcher quoi. Et quand tu essayes ce plein de Mmh. fois dans plein de petites dates, tu pas forcément payé, non? Ah si, 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 par contre si, si, après moi j'appelle ça petite date, c'est vrai que peut-être ça peut faire grosse date pour certains mais moi je suis très en fait, tu as plusieurs types de DJ. Tu as soit le DJ qui va être résident, soit le DJ qui va être semi-résident, soit le DJ mariage, événementiel, tout ça. Et donc en fait, moi je suis plus dans la ca il y a pas de bon ou mauvais DJ, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a pour eux, le Graal, c'est être résident, donc c'est vraiment tu es dans un endroit, tu as ta boîte, ton resto, ton truc et tu y es tout le temps. Soit tu es semi-résident comme moi, donc ça veut dire qu'en fait, tu as des résidences, mais un peu partout. Donc moi, ce que j'ai en ce moment, c'est en fait, je travaille avec quand même pas mal d'enseignes de restaurants. Je suis avec le Mama Shelter, je suis avec plein de restaurants, de bars sur Dijon qui vont en fait, du coup, t'assurer une régularité sur les dates. Mais du coup, c'est pas des dates où les gens vont venir pour toi parce que comme c'est une semi-résidence, tu vois, un DJ résident, tu sais que c'est lui, il y en a qui vont venir pour lui. Moi, je tourne quand même pas mal.
Donc moi, ce que j'appelle les petites dates, et entre ces petites dates de semi-résidence, je vais avoir, tu vois, une fois par mois, deux fois par mois, des grosses dates sur des événements que des potes à moi organisent ou que moi je vais organiser. Comme là, par exemple, ce soir, en ce moment, j'organise ce qu'on appelle les Before de la Paillote. Donc c'est des soirées dans un golf où là, bah, ce soir, par exemple, il y a 300 personnes. Et du coup, donc on a ramené un saxo, tu as la lumière, le truc. Et du coup, tu vois, le public vient pour toi, vient pour la soirée. Et donc là, tu vois, ils viennent pas manger au restaurant, ils viennent pas, tu vois, ils viennent vraiment pour danser, pour truc. Et donc, c'est ça que je vais appeler des plus grosses dates où tu peux te faire plus plaisir. Et du coup, euh, c'est sûr que bah, sur toutes ces dates, comme c'est avec des enseignes, des trucs, pour revenir à ta question, bah, t'es payé. Et j'ai eu la chance de toujours être payé partout où je suis allé, même quand je commençais, et jamais avoir à faire ça gratuitement. Enfin, sauf pour des potes ou tu as des soirées comme ça pour rigoler, mais ou en Malaisie 2, 3 fois au début. Mais c'est vrai que j'avais oublié. J'allais y venir. Oui, oui, J'allais y venir j'avais justement. oublié. Mais sinon, non, c'est vrai que j'ai une chance de pouvoir être payé pour ce que je fais, donc ça, c'est top. C'est top. J'allais rebondir sur la Malaisie et aussi sur le fait que tu disais que Dijon, c'était un tremplin. On en avait parlé un petit peu juste avant que tu partes, que tu avais eu cette option de rentrer dans un label ou dans une agence de booking. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que je pense qu'à Dijon, en étant indépendant, tu peux t'en sortir et tu peux avoir plusieurs dates comme tu as aujourd'hui, etc. Mais je pense que quand tu es à Paris, euh, comme par exemple, tu vois, je sais pas, les modèles ou les photographes, si t'es pas en agence, eh ben, ta réputation, elle est hyper dure parce que la concurrence, elle est énorme, etc. Est-ce que c'est un peu le même style, le style agence de booking slash label ou pas? Alors, en fait, ça dépend dans les villes où tu vas être. Je sais que moi, dans les villes plus petites comme la mienne, t'as pas besoin d'agence parce qu'en fait, les boîtes de nuit, les bars vont te contacter directement enfin, en direct, quoi, sur les réseaux ou sur peu importe comment ils ont ton contact, mais ils vont te contacter directement. Alors que je sais que par exemple sur Lyon, et ça doit être pareil sur Paris et dans les grosses villes, en fait, les boîtes de nuit, les bars, tout ça passe souvent par des organismes, du coup, des agences de booking, tout ça qui vont eux conseiller leurs DJ et qui vont du coup organiser un peu la soirée et mettre un peu les DJ qu'ils veulent. Et donc si t'es pas dans ces boucles-là de d'agence, et bah c'est sûr qu'en fait tu peux pas, enfin les bars ils vont pas te contacter et même si toi t'y vas ils vont te dire bah on a déjà notre DJ. Et du coup tu vas jamais pouvoir évoluer. Donc c'est pour ça que moi ouais, avoir pu me faire un nom avant et après être contacté moi-même par des agences parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait, parce que machin, bah ça ouvre beaucoup plus de possibilités qu'avoir fait le truc dans mon coin. Et après, comme tu dis, en fait, le problème, c'est que tu peux rester dans une petite ville comme Dijon, faire tes petites dates comme je fais actuellement, avoir deux, trois grosses dates, voilà. Mais le problème, c'est que bon, après, il y en a que ça peut convenir. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de continuer à faire. Mais c'est sûr, par contre, ça t'entraîne, ça te forme et c'est hyper, bah, ouais, c'est un vrai tremplin, quoi. Après, pareil, il y en a, comme je disais, donc tu as les trois types de DJ. Le dernier, c'est les DJ événementiels, mariage, tout ça. Moi, il faut savoir que je fais pas de soirée privée, enfin, en tout cas, mariage, anniversaire. Je fais un peu d'entreprise, mais c'est quand même assez rare. Mais, euh, mais c'est pour ça que tu vas avoir vraiment tous les styles. Et quand tu veux vraiment ouais, commencer à aller dans des grosses villes et tout, si t'as pas d'agence de booking, bah, malheureusement, ça va être assez compliqué, quoi. Mais du coup, toi, Et comment tu te fais repérer? Ah, excuse-moi, Nathan. ouais, ouais, non, j'allais continuer sur le même sujet et puis Ok. après, bah, Bah, en fait, j'ai eu pas mal de chance par des contacts, des connaissances. À chaque fois, tu vois, on parlait. Ah, bah, moi, j'ai mon frère qui bosse dans une agence de booking, machin. Ah, machin. Et en fait, bon, au final, j'ai pas signé dans une agence encore. Parce que, en fait, finalement, ça, quand même, ça te restreint un petit peu. Mais ça serait tardé. Et pour l'instant, j'ai eu des contacts, mais j'ai pas encore signé dedans. Mais après, tu peux toi-même, en tant que DJ, tu crées ce qu'on appelle un portfolio. Donc, tu vas mettre dedans tes dates, où tu as mixé, si tu as fait des sons, tu as créé des sons, les sons que tu fais, des DJ sets, un peu tout ça, des vidéos, des photos. Et tu peux, toi, les envoyer à des agences qui ensuite vont te recontacter. Moi, j'ai jamais encore fait de démarchage, donc forcément, j'ai pas eu de retour. Mais après, si c'est dans un but de se développer comme ça, il y a aussi cette possibilité-là qui peut, mais il faut avoir déjà un bon portfolio solide avec des grosses dates. Sinon, tu n'auras pas de réponse de bonne agence, en tout cas.
Donc toi, c'est du bouche à oreille, en fait, qui t'a permis de te Ouais, développer. bah ouais, depuis le début, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai jamais eu besoin de démarcher, même que ce soit dans ma ville, les bars, tout ça. Ça a été du bouche à oreille à chaque fois. Donc voilà. Mmh. Et pour rebondir du coup sur le sujet label, etc., tu disais que ça avait des désavantages. Pour rentrer un peu plus dans l'aspect business, est-ce que tu sais comment ça se passe aujourd'hui avec des pourcentages ou des marges qui prennent sur tes bookings? Est-ce que tu reçois un salaire de cette agence-là? Par rapport à Bah, aujourd'hui, ce serait quoi la différence que tu aurais en termes de chiffres, par exemple? alors j'ai pas envie de dire de conneries, j'ai pas creusé le sujet assez loin. Mais pour moi, il me semble qu'ils te prennent un pourcentage de chaque date. Tu restes en micro, tu gardes ton entreprise, mais il me semble qu'ils prennent, ils doivent prendre 20, je dirais 20%. Je sais, j'ai pas envie de dire de conneries, mais après, ça doit dépendre des agences aussi. Tu dois pouvoir négocier à chaque fois avec chaque agence. Peut-être qu'il y en a qui te recrutent aussi, je sais pas. Mais, euh, mais à mon avis, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Après, en même temps, ce qui est normal aussi, ils t'amènent des dates, ils t'amènent une certaine régularité, une certaine professionnalisme. Puis eux, si tu vas dans une bonne agence qui sont reconnus, qui ont beaucoup d'endroits qui leur fait confiance, donc ce qui est normal aussi, hein. Ce qui est normal aussi. Puis ça permet d'aligner les intérêts aussi, parce que s'ils touchent une commission, ils vont vouloir que tu fasses des dates et C'est ça. Ça va dans les deux sens. Et puis enfin, il n'y a pas aucun souci avec ça. C'est complètement normal. Je pense qu'aussi le paquet que tu touches en agence, quand, enfin, si moi j'étais patron d'une boîte de nuit et que je t'engage toi et que j'engage l'agence, à mon avis, je paye quand même un premium pour cette agence, pour un certain management, un certain service, contrairement à toi que je vais payer, on va dire, brut. Donc ça fait Ouais. aussi une différence des deux côtés. Je pense que même en donnant 20%, tu gagneras plus que si tu prenais Bah, c'est justement ça. que toi le cachet, non? Bah, tu gagnes plus et en fait, t'as un garantie de régularité et en fait, ça vient tout seul. Du coup, c'est l'agence qui te dit, bon, bah, on t'a booké là, on t'a booké là, on t'a booké là. Et en fait, toi, t'as plus rien à faire de ton côté, quoi. T'as bon, t'as même ton plus mot à à, dire, j'imagine. Si les dates t'intéressent pas ou si, je sais pas. oui, t'as ton mot à dire, bien sûr. Bah, alors, ça dépend des agences. T'as peut-être des agences qui sont plus strictes que d'autres, mais souvent, ils vont te demander, ils vont te dire, est-ce qu'on t'a une date là? Est-ce qu'on te met pas? On a une demande, machin. Je suppose que la plupart des agences te demandent quand même. Mais du coup, c'est vrai que ça vient tout seul à toi et toi, t'as plus à être en direct avec le client, à négocier, à machin, il s'en occupe de tout. Donc c'est sûr, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, et puis le point que tu dis, Nathan, il doit être très vrai parce que j'imagine que ces agences, elles ont aussi, vu qu'elles ont un pool, on va dire, de DJ, elles connaissent les prix, elles savent les budgets de ces soirées-là, et elles arrivent probablement à mieux négocier qu'un jeune DJ qui a encore un peu le syndrome de l'imposteur, qui se dit, de toute façon, je fais ça pour le kiff, c'est cool, tu vois. Et elles doivent être plus dans une démarche business, et donc probablement que même avec amputé de tes 20%, tu fais peut-être plus d'argent, ouais. Bah, c'est ça, c'est ça. Grave intéressant. Et toi, du coup, comment tu fixes tes prix, peut-être pour rester dans ce sujet, tu vois? Est-ce que c'est en fonction de la durée, du lieu, du public? En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Alors comme j'ai dit, c'est très rare que je fasse, gratuitement, ça arrive plus maintenant, en fait, quand tu arrives dans un nouveau lieu, moi, c'est quand la stratégie que j'ai fait du coup en Malaisie, c'est d'arriver et dire, bon, bah, voilà, moi, je fais le premier set gratuit et comme j'ai confiance en ce que je fais, et bah, je sais qu'après, ils vont kiffer, ils vont me reprendre. Il faut avoir confiance comme ça et c'est pour ça que moi, j'y vais, je leur dis: «Bon, bah, je vous fais le premier gratuit, mais je sais que derrière, ça va être rentable parce qu'en fait, ils vont me reprendre et du coup, ils vont me payer». Et donc c'est la stratégie que j'ai fait en Malaisie, à Bali, tout ça. Et ça m'a permis du coup de mixer dans des endroits, top et qu'après ils me reprennent et avoir des vraies dates, des vrais bookings sur un endroit où j'étais personne et du coup partir de zéro et en fait commencer à monter, dans une ville qui est même pas ma langue, tu vois? Où je devais parler anglais, machin. Donc c'est ouf. Mais du coup, ce qui est assez dur, c'est que même en Malaisie, ça me l'a fait, c'est de connaître le marché. Et le marché à Dijon va pas être le même marché que Paris, que Kuala Lumpur, donc faut arriver bah pareil à connaître soit des DJ, soit bon moi le marché de Dijon je le connais par cœur. Pour donner un ordre d'idée, moi maintenant je suis entre pour des soirées. En fait ça va dépendre des soirées. Si t'es en soirée bar, quelque chose de comme je te dis semi-résident, donc c'est des gens qui vont t'apporter quelque chose de régulier. Donc forcément tu baisses tes prix parce que ça va être des soirées qui vont venir souvent. Donc tu peux pas leur facturer. Enfin tu leur fais une réduction, ce qui est normal parce qu'ils te font confiance. Donc voilà.
Donc, je vais être entre 50 et 80 euros de l'heure sur une soirée comme ça, dans un bar, dans une boîte. Après, en soirée privée, je vais être entre 100 et 150 de l'heure. Et après, bah, tu rajoutes s'il y a besoin de la platine, s'il y a besoin des enceintes, parce que aussi, bah, plus tu te professionnalises, plus du coup, t'achètes du matériel. Et aujourd'hui, moi, quand je fais une prestation, alors même si je fais pas d'événementiel, donc je fais pas de mariage, donc j'ai quand même pas énormément besoin, mais je peux ramener mes enceintes, je peux ramener ma platine, je peux ramener du bon matériel professionnel et qui va en fait après se rajouter au devis, mais ou à la facture. Mais c'est un peu comme ça que je fixe mes prix. Après, ça va dépendre si tu fais des soirées aussi qui sont organisées par des organisations. Tu vas demander combien de tickets sont vendus, combien ils vendent les tickets, combien il y a de personnes, combien de temps. Et après, bah, comme je dis, c'est à l'heure. Moi, je travaille à l'heure. Donc, combien d'heures tu joues. Et après, tu multiplies. Et moi, c'est comme ça que je marche en fonction de l'heure. Si c'est 6 heures, si c'est 1 heure. Si c'est 1 heure, je vais être à plus de 50 euros de l'heure. Parce que si je me déplace que pour 1 heure et que je fais 50 euros, tu vois. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. C'est pour ça que je te donne des fourchettes. Parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres qui gravitent autour. Mais en gros, c'est à peu près les prix de Dijon aujourd'hui quand tu es DJ semi-pro, on va dire. Et ton matériel, il vient gonfler, la facture, mais est-ce que c'est juste pour amortir ce que tu payes ou au final, tu arrives quand même à dégager presque de la marge parce que tu utilises, hyper souvent, tu vois? Ah, au début, c'est pour rembourser. Après, maintenant, depuis le temps que je l'ai, c'est sûr que bah, j'ai réinvesti il y a pas longtemps dans une nouvelle platine, donc je suis encore en train de la rembourser. Mais au final, enfin, elle est remboursée parce que bah, je m'entraîne tout le temps dessus, je mixe beaucoup, beaucoup dessus. Moi, je sais que j'aime bien mixer sur mon matériel, donc souvent, je la ramène quand même. Mais oui, c'est pour l'amortir parce que, bah, en France, quand tu as une micro, tu peux pas amortir la TVA, enfin, quand tu as une micro. Donc c'est sûr que direct, quand tu achètes du matériel, ça fait quand même assez cher. Donc voilà, puis Excuse-moi, juste pour, bien expliquer, micro, c'est les micro-entreprises, c'est ça? ouais, Donc ça veut dire que c'est que en ton nom et tu pas les déductions de TVA? non, t'as pas ouais, en fait, c'est une entreprise que tu crées, donc tu es tout seul, tu peux pas être plusieurs et c'est en ton nom. Tu as un palier, qui est à, j'ai pas envie de dire de conneries, 72 000, C'est-à-dire 67 000 par an, il me ouais, semble, mais ouais, peut-être oh là là. par an. Si tu peux le dépasser pendant 1 an, et après, je crois que tu dois passer en société. Enfin bon, bref. Mais du coup, ouais, t'as pas de déduction de TVA. Par contre, tu payes que l'URSSAF et les impôts. Mais enfin, les impôts classiques, quoi. Et tu payes que l'URSSAF. T'as moins de charges, quoi. Et l'URSSAF, si tu fais zéro, tu payes zéro. Et t'as Mais pas pour les du impôts. coup, tu dois payer la TVA sur ton matériel professionnel? Ouais. OK, et il y a rien que tu arrives à déduire de ta boîte, je sais pas, que ce soit des voyages, des choses, non, hein? Non, parce qu'en fait, l'argent de ta boîte, il arrive direct sur ton compte perso. Ouais. T'as pas de compte à part et du coup, bah, en fait, toi, une fois que tu as payé l'URSSAF, et bah, ton argent, il est à toi, tu vois. Mmh. T'as pas besoin de la repasser en perso ou quoi. Donc, c'est un peu, ça a des avantages et des inconvénients. Il y a des DJ qui vont dire de passer en société, c'est mieux parce que du coup, tu peux déduire ton matériel. Moi, je trouve que t'as pas non plus énormément de matériel à acheter, donc c'est pas si grave que ça. Après, comme tu dis, pour les voyages, ça serait peut-être mieux, je sais pas. Et pas encore, Après, probablement que s'il y a cette limite, c'est aussi que ça doit commencer à être intelligent à partir d'un certain volume, quoi. oui, aussi, aussi. J'imagine que se prendre la tête de monter la boîte, devoir après rendre des comptes annuels et tout, si Après, c'est tu pour dois faire, prendre, depuis oui, tu dois prendre un longtemps, expert comptable, tout le truc. Donc, c'est sûr que ça mmh, commence à, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Mais bon. Ouais, OK. carrément. Et tu avais d'autres choses peut-être à dire sur les prix? Tu me disais, tu as donné des fourchettes, c'était plus sur Dijon. Est-ce que ça change beaucoup ces prix-là à l'international? Bah, alors, tu vois, en Malaisie, il faut t'adapter un peu aussi à la ville. En Malaisie, c'était quoi les tarifs? Je crois que c'était autour de 30 euros de l'heure, je crois, ou 40. Donc, OK. c'est quand même moins cher qu'en France, mais ce qui est normal aussi, parce que là-bas, 30 euros, c'est énorme, tu vois. Tu peux faire beaucoup plus de choses que ce que tu fais en France. Et mine de rien, 30 euros de l'heure là-bas, bah, en fait, si tu compares à la France, c'est beaucoup mieux payé que donc quand tu mixes là-bas. Mais si par exemple, tu vas rien qu'à Lyon, et bah, à Lyon, ton tarif, il va être à, je crois que tu es à 100 euros de l'heure, mais pour les clubs, enfin pour les clubs boîtes, 80, entre 80 et 100, tu vois? Donc en fait, ça va vraiment dépendre de la ville et après, dans un autre, temps, de ta renommée et si tu ramènes du monde aussi Mmh. là, tu vas pouvoir vraiment commencer à passer sur bah, après si tu ramènes vraiment du monde, 1 000, 2 000, 3 000, il y en a qui prennent jusqu'à 10, 100 000, tu vois? Enfin ça dépend.
Ouais, tu vois, tu disais que Kuala Lumpur, c'est relativement bien payé, mais parce que c'est probablement l'équivalent d'un Lyon ou Paris, tu vois? Exactement, J'imagine Paris, déjà. la capitale. Et après, c'est vrai que toi, tu parles d'un type où c'est vrai que toi, tu parles tu parles de des soirées où les gens, ils viennent pas forcément pour toi, comme tu disais. Voilà, ouais. Et du coup, j'imagine que c'est vrai qu'à partir du moment où les gens, ils viennent pour toi spécifiquement, bah, en fait, t'es aussi en train tu peux manger dans le budget limite marketing de la boîte, et tous ces trucs, quoi. Bah ouais, parce que c'est toi, ils savent qu'en te prenant, tu vas vendre des places, donc eux, bah, ils te payent plus cher, ils te veulent, donc toi, tu peux te permettre aussi de. Mais c'est dur quand même je trouve, tu vois, à l'heure actuelle, moi, je saurais pas te dire si je ramène du monde ou pas. Je sais pas. Tu vois, c'est dur d'évaluer. Donc, après, les gens qui organisent les soirées peuvent te prendre pour ton style, mais ils vont peut-être pas encore te prendre parce que tu ramènes du monde et c'est dur de faire un peu la transition, tu vois, entre les deux. Donc, Ce serait intéressant de savoir, en fait, le moment où tu fais le step de ton propre marketing et tu viens juste pour être le DJ. Et l'autre step où tu travailles vraiment avec la boîte en disant, OK, c'est quoi la stratégie? Je ramène tant de gens vont me payer tant. Si ça dépasse, bah, il y a un bonus. Combien normalement viennent quand il y a ce type de DJ, etc. L'équivalent et vraiment travailler en fait derrière. Je sais pas si tu le fais déjà actuellement ou si c'est trop loin. non, 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 c'est pas trop loin. Bah, actuellement, bah là, on fait le podcast au moment où c'est vraiment en train de marcher fort pour moi et je suis vraiment enfin, je suis hyper content. J'ai des bookings, je suis à 3, 4 fois semaine maintenant et donc ça se développe vraiment. Je commence à aller à Paris et donc comme je disais au début du podcast, bon, je l'ai pas encore vraiment annoncé sur mes réseaux, donc ceux qui regardent le podcast auront un peu l'exclusivité. Mais à partir de septembre, je pars sur Lyon et donc là, donc j'étais en semi-résidence où je tournais beaucoup sur Dijon et je vous disais que voilà, je voulais pas forcément faire ça tout le temps. Et donc là, justement, je pars sur Lyon au Celsius, donc une très très grosse boîte à Lyon, boîte restaurant festif. Et du coup, je vais gérer toute la partie événementielle du lieu et aussi du coup bah, mixer les jeudis, les vendredis en résidence là-bas pendant 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose, enfin pendant un an et peut-être pendant 2 ans, on va voir comment ça se passe. Mais c'est quelque chose qui va me permettre de me développer, voir si les gens me suivent. Est-ce que des gens de Dijon vont venir à Lyon? Est-ce que du coup à Dijon, enfin à Lyon, ça va aussi prendre? Est-ce que je vais pouvoir avoir d'autres dates dans d'autres clubs? C'est quelque chose qui va être hyper intéressant pour moi et qui, en fait, pour beaucoup de DJ, avoir une résidence, c'est le Graal, quoi. Donc c'est sûr que c'est une chance énorme, et surtout dans une boîte comme ça et dans une grande, arriver directement dans une grosse ville et dans une grande boîte alors que j'ai jamais fait de date dans cette ville, et bah c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et ça, dis-moi. Vas-y, excuse-moi, Non, fini. j'allais dire, et ça, encore une fois, bah, je suis allé faire une date pour eux un soir. Et tu vois, toi qui me disais, tu sais pas si les sons que tu fais sont bons ou pas. Et ben encore une fois, là, je suis arrivé, je savais pas trop. Et en fait, les gens ont dansé et tout. Et puis les patrons ont adoré et m'ont direct proposé le poste, quoi. Donc c'est quelque chose, tu vois, bah là, je sais que du coup, ce que j'ai fait, ça a plu et c'est bon, quoi. Mais c'est sûr que de s'auto-évaluer, c'est assez dur parce que toi, tu essaies de donner le meilleur de toi-même à chaque fois et ça peut pas plaire, quoi. Mmh. Tu grave anticipé ma question, c'était comment tu as eu cette opportunité. Ah bah Donc, voilà. tu as toujours la même stratégie. En gros, peut-être tu commences quand tu es dans un nouveau marché, alors là, c'est en France, donc tu connaissais déjà, mais tu commences peut-être par faire une première date gratuite ou disons à tarif réduit Bah pour pouvoir te là, faire j'ai eu de la chance de connaître. faire tarif normal pour Là, le tu as coup. fait tarif normal Ouais. mais en tout cas, après une première séance test, parce que j'imagine que même pour les boîtes, c'est un test, ils prennent de temps en temps le risque d'avoir Ouais, quelqu'un de c'est ça. nouveau. Mais généralement, j'imagine qu'ils préfèrent avoir les gens des valeurs sûres, on va dire. Et une Ouais, fois que tu as passé le cap, bah, tu es dans leur carnet d'adresses et donc c'est bien. exactement. C'est ça le plus dur en fait. Ce que je disais, c'est d'avoir tes premières dates. Là, je sais que sur Lyon, maintenant que j'ai cette date-là, bah, c'est beaucoup plus facile de te vendre en fait. Les gens connaissent le lieu, savent que le lieu est bien et bon et que si tu mixes là-bas, c'est que tu as un certain niveau. Mais moi, la chance que j'ai eue, c'est que du coup, pour la petite histoire, en fait, c'est des Dijonnais qui ont racheté le lieu et qui me connaissaient, qui m'ont déjà vu mixer et du coup, qui avaient confiance en moi et du coup, qui m'ont fait mixer là-bas, mais en fait, ils m'avaient jamais vraiment vu mixer, ils m'avaient juste entendu. Et donc là, bon, bah, ils m'ont vu et ils ont adoré et du coup, voilà, ça a débouché sur ça. Mais c'est sûr que ouais, ça va être un peu que des opportunités à prendre, du bouche à oreille. Enfin, pour mon côté, en tout cas, après, c'est sûr que moi, j'ai pas eu trop d'autres échos de d'autres DJ non plus. Mais comme je me fais un peu seul de mon côté, j'essaye d'avoir une petite équipe à côté de DJ,
de partager mes expériences et moi, il y a pas de concurrence. Enfin, j'aime bien, partager, être ouvert, parler des chiffres, parler tout, quoi. Mais c'est moi, ça a toujours été un peu comme ça, un peu du bouche à oreille, un peu de la prise d'opportunités. Donc, donc voilà. Puis là, ça me fait changer de ville, prendre un appart, enfin tout, quoi. Donc, c'est cool. J'allais y venir justement parce que ben on était en études du coup ensemble, pas dans la même école, mais au même stade. On va dire que aujourd'hui tu finis quoi? T'as licence, hein, c'est ça? Ouais, donc là, cette année, j'ai fini ma licence en 3 ans. Donc c'était ma troisième année, j'ai fini et donc là, je pars en master, donc à Lyon et en alternance, donc dans cette boîte où je fais un peu d'événementiel et je mixe. Ok, d'accord. Donc ça reste quand même un temps partiel. C'est pas ton taf principal. Bah, en fait, ouais, on va voir comment ça se déroule, mais ça je voulais pas arrêter mes études et moi, je lui avais dit, donc s'il voulait me prendre, c'était que en alternance. Et que je voulais pas faire que DJ non plus. Donc après, le but, c'est de passer un peu le relais pour que moi, je puisse continuer à me développer et faire plus. En fait, parce qu'en résidence, bah, tu es cantonné à l'établissement où tu es. Et donc moi, je lui ai dit que le but, c'était, bon, bah, au début, je sais que je vais devoir beaucoup mixer, ramener du monde, amener ma patte. Mais après, si moi, je peux commencer à ramener un peu des DJ que je connais, tu vois, de mon entourage, que j'aime bien, que je certifie entre guillemets et que je sais qu'ils vont bien travailler et bah, moi ça me permet du coup de faire d'autres dates à côté et de continuer à me développer et du coup, bah, en fait, ça va faire, alternance plus mixée donc ça va être un part-time mais en fait qui va me prendre quand même pas mal de temps, à côté des études mais parce que je pense que même quand j'aurai ma semaine de cours, bah, en fait je vais mixer quoi. Mais moi j'adore ça donc c'est pas un souci mais ça va prendre du temps. Ouais, c'est fou parce que bah, déjà l'entrepreneur qu'on a eu la semaine dernière avait tellement de projets les uns à côté des autres qu'on était là, mais comment c'est possible de s'organiser avec tout ça? Là, tu as les cours, plus l'alternance, plus le DJ, plus d'autres dates que tu veux ajouter. Euh, Comment tu vois ça, genre long terme? Parce que tu disais que tu voulais rester 1 an, 2 ans, c'est ça, hein, pour ton master? Ouais. Bah, faire ouais mon alternance de 2 ans, ouais. Et puis après, ce serait quoi, du coup, ton style de vie? Ce serait vraiment de bouger tout dans le DJ ou ce serait plutôt de rester dans un événementiel? C'est quoi? Moi, en vrai, j'ai toujours, fait, un peu comme ça venait. En fait, j'ai un peu peur qu'au bout d'un moment, tu vois, j'en sais rien, ça se trouve dans un an, j'en aurais marre de mixer, tu vois? Pour l'instant, j'adore et j'ai pas envie de mixer, continuer à mixer pour l'argent et je t'en avais parlé, il me semble, en Malaisie. J'avais un peu peur qu'en revenant, tu vois, j'ai plus de date, que j'avais toujours cette envie de mixer, mais un peu cette peur de me dire, tu vois, je me suis absenté pendant 4 5 mois, ça se trouve, en fait, je vais revenir, dans ma ville, j'aurai plus de date, j'aurai plus rien. Bon, au final, il s'est passé le contraire, j'ai eu de la chance, mais, mais j'espère que voilà, dans un an, dans 2 ans, bah, en fait, je continue à avoir cette envie de mixer et cette envie de faire. Et si après les 2 ans à Lyon, et bah, je sais pas de quoi il fait demain, j'aurai peut-être d'autres opportunités, tu vois, dans une plus grosse ville comme ça, peut-être plus de contacts, plus de, je sais pas, des trucs à Paris ou dans le sud ou dans d'autres pays, enfin j'en sais rien. Et continuer si ça me plaît toujours. Et sinon, bah sinon arrêter et faire autre chose. Vu que j'aurai mon master de validé, peut-être du coup rester dans la boîte mais que partie événementielle, je sais pas. À voir, mais c'est sûr que c'est une grosse charge de travail et bah mine de rien, là j'ai été en stage pendant 2 mois. Donc j'avais mon stage, à côté je mixais. Avant j'avais mes cours. Même quand j'avais mes cours avant, là j'avais arrêté en revenant de Malaisie, mais j'avais un job étudiant. Donc job étudiant, plus les cours, plus mixer. C'est sûr que ça fait des grosses semaines où tu vas te retrouver. Bah, je sais que là avec mon stage, j'étais vite à 50 heures par semaine, voire 60 des fois. C'est sûr que ça peut faire beaucoup. Et je le sentais en vrai, je le sentais, mais faut garder, je pense, un rythme quand même de vie où tu manges bien, tu bois, tu fais du sport et c'est comme ça que tu peux tenir parce que c'est vrai que te coucher à 3 heures et te lever à 8 heures, bah finalement tu peux pas tenir. Mais enfin moi en tout cas j'y arrive pas. Mais j'essaye de reprendre. J'avais moins de temps. Là j'ai fini mon stage. J'aurais pas, honnêtement, je pense que j'aurais pas pu tenir comme ça. Mais là, je reprends le sport, je reprends un peu ce bon rythme de vie. Et je pense qu'avec l'alternance, du coup, jongler un peu entre, comme c'est une alternance où il y aura des heures qui seront quand même, j'imagine, DJ.
bah, ça va me permettre de faire quand même moins d'heures et mieux mixer tout ça. Je vais voir encore, c'est encore tout nouveau, tu vois? Je sais même pas trop comment ça va s'organiser encore, mais je pense que ça sera plus simple et puis moi, comme c'est quelque chose que j'aime, de toute façon, de faire 50, 60, 70, 80, je m'en fous de d'heures, c'est pas un problème pour moi donc puis j'aime bien, enfin enfin j'aime pas rien faire, j'aime pas être là dans mon lit, tu vois, à rien faire, j'aime être actif donc c'est pas un souci. OK. Je voulais juste, bah, du coup, faire le parallèle avec un sujet dont on avait parlé, bah, déjà un petit peu en Malaisie et puis, aussi en off. Je sais pas si Mathis, tu avais, quelque chose à dire avant que je switch? Let's go. Ouais. Du coup, on avait parlé un peu, bah, des relations, tu vois? Aujourd'hui, ben, tu as une copine, tu sors tout le temps, tu vas en boîte, tu travailles énormément, tu dors peu, j'imagine. Bah, ce que tu disais entre 3 heures, 8 heures. Ouais. C'est quoi l'impact, émotionnel au niveau relations et puis, bah, relations humaines, mais relations aussi, avec elle, ça se passe comment? Moi, ça m'intéresse parce que souvent, on dit que, bah, les femmes dans le business, elles sont là quand même en tant que support émotionnel, quand tu rentres chez toi et cetera. Mais ça peut être aussi un frein d'un autre côté, dépendant le business qui est le tien. Tu vois? Par exemple, la jalousie, je pourrais penser à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense que c'est plus une force. Alors, j'ai une chance que ma copine, elle soit pas enfin, elle me fait ultra confiance, tu vois? Bah, je suis parti en Malaisie avec toi, il y avait aucun souci et donc sur ça, on marche à la confiance. Après ça, malheureusement, c'est voilà, si tu c'est ça dépend de la personne et après niveau émotionnel, tout ça, moi, je pense que ça me cadre vachement, ça me permet de me donner un cadre. Elle me supporte, elle va venir, beaucoup, beaucoup de dates que je fais, la majorité, je sais qu'elle va être là, même si je la force pas, mais ça me fait plaisir. Moi, ça m'aide et même elle bosse un peu avec moi, je la fais bosser de temps en temps, elle fait, tout ce qui va être mes affiches, mes flyers, tout ce qui est communication parce que du coup, elle est vachement dans ce côté artistique et là, on a un projet de monter un événement sur Dijon aussi, avec des gros artistes, des gros DJ qu'on veut faire venir et donc elle fait vraiment toute la partie décoration artistique, donc c'est en fait, on se complète vachement sur ça qui où elle va me donner, vachement une vision que moi j'aurais pas forcément. Donc en fait, pour moi, c'est un vrai plus de l'avoir. Mais par contre, c'est vrai que je comprends un peu, ça peut être un frein et c'est vrai que je l'ai un peu ressenti là, bah, pour Lyon. C'est vrai que moi, du coup, elle va rester sur Dijon et j'ai un peu hésité, voilà, je me suis dit: «Est-ce que c'est la bonne idée?» parce que du coup, bon, bah, on repart en distance un peu comme on était en Malaisie. Bon, c'est beaucoup moins de distance, hein, je vais pas te mentir. Mais c'est sûr, comme je vais bosser les week-ends, les trucs, rentrer sur Dijon, ça va être un peu compliqué. Mais bon, après, je pense que c'est des choix. C'est comme la Malaisie, j'avais hésité. Au final, je l'ai fait, c'est bien passé. Donc, je pense qu'il faut pas forcément se freiner. Si enfin, si la relation est bien et que ça doit continuer, ça continuera. Et puis, on trouve toujours des moments. Après, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas forcément comme les autres couples. On se voit qu'une fois par semaine, mais ce qui est déjà bien qu'une, 2 fois, tu vois, on essaye de. Mais par contre, quand on essaie de se voir, on essaye de passer des bons moments. Et parce que c'est sûr, quand elle vient me voir mixer, bah, moi, je suis en train de travailler, donc je peux pas trop lui parler, voilà. Mais pour moi, c'est un vrai soutien et c'est un vrai apport dans ce que je fais et ça me donne une autre vision, extérieure et qui va même maintenant, du coup, se mélanger un peu, que je peux aussi, enfin, le mettre, quoi, vraiment, donc c'est top. Je pense que c'est la meilleure chose. Donc c'est une vraie aide. Après, c'est sûr que bah, par contre, je suis tout le temps dehors. Après, du coup, je sors pas trop, mine de rien. Enfin, je sors pour mixer, mais après, moi, je suis pas trop. Moi, je sais quand je mixe, ça me prend, je sais pas pourquoi, mais ça me prend énormément d'énergie. Donc, je sais qu'après, je suis KO, donc souvent, je rentre dormir. Donc, en fait, bah, finalement, je sors pas trop en boîte. Enfin, quand je sors, je suis derrière les platines, mais après, je rentre. Donc en fait, bah, j'ai pas tout ce truc du monde de la nuit qui peut être un peu dérangeant ou voilà donc j'essaie de récupérer quand je peux et dès que j'ai un peu des trous, bah, on essaye de se voir et puis j'arrive à jongler un peu avec ça. Aussi à voir mes potes, aussi à faire des vacances, aussi à parce que l'avantage aussi, qu'on parle pas beaucoup, c'est que c'est moi boîte. Donc en fait, c'est moi qui décide quand je mixe, quelle date je prends et si, par exemple,
il y a 2 semaines, j'ai pris un week-end où je me suis dit: «Je mixe pas» et bah, j'ai pas mixé et comme ça m'a permis en fait d'être tranquille et de pouvoir voir ma copine, mes potes. Donc c'est sûr qu'en fait, ça me permet de jongler, dans tout ça plus facilement. Bah, c'est génial de voir que tu gères ça, proprement. Après, je me dis, il y a aussi peut-être une difficulté que tu vois pas encore, c'est que si je me trompe pas, vous habitez pas ensemble et à mon avis, là où ça peut devenir problématique, c'est quand tu habites avec quelqu'un et que tu as pas le même rythme de vie. Après là, tu me dis qu'elle est dans le domaine artistique, elle vient à tes soirées et tout, donc Ah, potentiellement, vous pouvez vous caler sur le même rythme de vie. Mais supposons que tu sois avec quelqu'un qui, je sais pas, bosse dans le monde très corporate, doit se lever à 6 heures du mat et toi tu rentres à la maison, à la même heure, ouais. j'imagine que ça peut poser des problèmes, rien qu'en termes de, voilà, lifestyle, rythme de vie, quoi. C'est sûr, bah, c'est sûr, c'est la chance qu'on a, pour l'instant et qu'en fait, on a des projets, sur plus long terme, à continuer à travailler ensemble et avoir des projets. Donc en fait, finalement, on restera dans le même rythme de vie et qui lui convient, qui me convient aussi. Après, c'est sûr que si ça avait pas été elle et ça avait été quelqu'un qui, comme tu dis, travaille dans quelque chose de plus conventionnel, qui a des horaires plus enfin plus, 8h-18h quoi, bah, c'est sûr qu'en fait, moi, je rentre, elle part au travail et je pars, pour travailler, elle rentre, quoi. Donc c'est plus compliqué. Heureusement, ça s'est pas fait comme ça et du coup, ça permet de vraiment, jongler et de pouvoir, en fait, avoir un bon équilibre. Mais, mais c'est vrai que c'est peut-être parce qu'on n'habite pas ensemble et qu'on je sais pas. À voir. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui va évoluer. Mais vu comment c'est parti et vu les projets qu'on a et qui vont en fait dans la même lignée, bah, finalement, je pense que ça sera jamais un obstacle. OK, grave cool et je fais peut-être un petit bond, tu me pardonneras Nathan si tu avais d'autres questions, mais, tu m'as dit OK, là on parle, de comment tu arrives à gérer, on va dire, ton rythme de vie maintenant. On a parlé un peu de comment tu arrives à jongler avec, en plus les études, et cetera. C'est quoi pour toi, le succès du coup d'un DJ, tu vois? Est-ce qu'il y a des DJ qui t'inspirent? Tu te dis: «Oh putain, cette vie-là, waouh, quoi». Bah Est-ce que tu as déjà imaginé, c'est quoi pour toi réussir? Le point où tu te dirais: «OK, j'ai atteint mon truc»? bah, comme moi, il y a vraiment un gros objectif long terme qui est de pouvoir, bah, avoir en fait, quand tu es DJ, tu vas avoir et je commence à avoir, petit à petit, mais quand tu vas dans d'autres villes, tu commences à te payer, donc ta prestation, mais en plus VHR. Donc VHR, c'est, attends, je vais pas dire de conneries, c'est véhicule, hôtellerie, restauration. Je crois que c'est véhicule ou tran ouais, c'est ça. Mais en gros, du coup, tu es payé, donc on te paye le logement, on te paye le train, on te paye la bouffe et du coup, en fait, bah, c'est je sais pas, tu vois, c'est un petit luxe, mais moi, qui ai déjà une petite victoire, tu vois? Tu te dis: «Putain, en fait, les gens, ils me prennent pour moi et ils te veulent toi, tu vois, pour te payer l'hôtel, le truc, alors qu'ils auraient pu te prendre quelqu'un qui est à côté et qui leur coûte pas tout ça. Donc ça, je commence à l'avoir quand je suis allé à Lyon, ce qui s'est passé. Quand je vais aller à Paris, c'est ce qui va se passer. Donc ça, pour moi, c'est déjà une petite reconnaissance. Après, plus long terme, ça serait, d'être payé, mais pouvoir aller dans tous les pays. Tu vois, d'être le lundi, de mixer à Miami, puis, le mardi, en Allemagne et puis, tu vois? De pouvoir vraiment, voyager comme ça, avec mon métier, de pouvoir en fait, aller partout et puis, enfin vivre de ça, quoi. Après encore une fois, il faut que ça me plaise toujours dans 2, 3, 4, 5 ans et que je prenne toujours autant de plaisir parce que sinon, enfin moi je veux pas envie de faire ça pour voyager, pour profiter, c'est sûr que c'est hyper cool dit comme ça, hein, mais mixer sans la passion, c'est pas pareil. Ouais et puis c'est un train de vie fatigant à mon avis, donc tu es obligé En plus. d'être, passionné pour tenir. Voilà, Ça, c'est ça. j'en doute pas du tout. Mmh. Juste, tu disais que tu étais en études, tu fais des études de quoi? Moi, je suis en école de commerce, OK. très général, c'est un bachelor, marketing, communication, commerce, enfin, il y a un peu de tout, finance, c'est très général. Là, je me spécialise, je sais pas encore, quelle spécialité prendre, mais plus du coup dans, la gestion d'entreprise, je pense finance, pour avoir un peu ce côté que, bah, pareil, tu vois, j'aime bien combler un peu les points que j'ai pas et donc là, c'est un côté que j'ai pas du tout, je commence un peu à avoir le côté événementiel, communication, marketing, mais le côté finance que j'ai pas trop. Donc je pense, combler ce trou-là en faisant mon master là-dedans et pouvoir du coup avoir 2, 3 connaissances en plus. Mais c'est sûr que c'est un apport aussi et un gain de en fait, j'écoutais un de vos podcasts aussi, la dernière fois et je sais plus comment il s'appelait, mais il disait qu'il avait jamais eu la pression de, mmh, de de l'argent, enfin je veux dire de gagner,
de l'argent parce qu'il avait un toit ou je sais plus comment il disait ça, mais et ben, en fait, c'est un peu le cas avec moi, c'est que du coup, j'ai eu la chance de là, je suis encore chez mes parents, donc je savais que si je mixais et que ça marchait pas, bah, à côté, j'ai mes études, à côté, j'ai une maison, donc j'ai pas de pression, donc c'est sûr que ça enlève un poids, en fait, énorme. Alors là, ça va plus être pareil quand je vais être à Lyon, mais je garde quand même ce côté études et en fait, ce côté qui je me dis: «Bon, bah, au pire, ça marche pas, j'ai mon master, tac, je pars, je peux faire autre chose», comme je vous Ouais, dis. c'est la sécurité. Après, je te posais surtout la question parce que j'ai vu une stat que c'était 10 ou 15% des DJ qui font ça comme activité, tu vois, principale. OK. Et en plus de ça, on parle du fait que train de vie Oui. fatigant, tu vois, intense et tout. Du coup, je me dis, ben, j'espère que c'est ce qui va arriver pour toi si c'est ce que tu veux et que tu fasses que ça, tu vois. Mais je sais pas si les gens veulent faire ça pendant jusqu'à leurs 60 ans non plus. Donc je me dis, il faut préparer aussi son après ou son parallèle si c'est en même temps, tu vois. Et du coup, je vois que des études de toute façon de commerce de manière générale, de gestion d'entreprise, elles sont toujours compatibles avec plus ou moins n'importe quoi. Donc ça pourrait être la gestion d'un festival, la gestion d'un club demain, ça pourrait être même d'autres choses plus larges dans l'événementiel. Bah, exactement, c'est pour ça que moi j'ai quand même, la question s'est posée, je vais pas te mentir, de d'arrêter les études pour vraiment faire que ça, tu vois? Après ma licence. Mais finalement, je pense que c'est pas une bonne idée parce que comme, en fait, bah, tu vois, en plus, j'ai cette chance de pouvoir, faire une alternance dans le domaine que j'aime. Mais, mais je pense qu'il faut quand même avoir une sécurité parce que comme tu dis, on sait jamais en fait, tu à 60 ans, tu vas pas continuer à mixer donc si tu as pas assez mis de côté, bah, en fait, tu vas être obligé de retrouver un boulot, bon peut-être pas à 60 ans, mais tu vois, à côté. Donc il faut avoir une sécurité, il faut, parce que mine de rien, en fait, tu vas mixer quoi? Les jeudis, vendredis, samedis soirs. Donc en fait, tu peux avoir un boulot à côté, tu peux avoir des études à côté parce qu'en fait, c'est le soir. Donc le soir, tu c'est pour ça qu'il y a beaucoup de DJ qui ont un boulot à côté. Parce qu'en fait, le lundi, mardi, mercredi, tu peux bosser, enfin tu as du temps de libre. Ouais, c'est ça, ça va pas te remplir. Et puis je pense qu'il y a aussi le côté, moi j'avais discuté avec quelques personnes qui sont, eux c'était plus dans ces trucs de club, mais plus derrière le bar ou comme ça, le barman et tout. Ils me disaient aussi, tu peux faire pas mal d'argent et assez vite parce Ouais, que c'est la nuit, il y a des tout à fait. pourboires, tout ça. Mais aussi, ça devient un peu limite une prison dorée parce que c'est tout ce que tu sais faire, toutes tes références, tous tes contacts, ils sont là-dedans. Et du coup, je me dis, ça peut être un bon moyen de toujours être sûr que la porte est ouverte si jamais tu veux faire autre chose, quoi. Bah, c'est vrai que moi, depuis que j'ai remarqué ça quand même, depuis que je suis dans le monde de la nuit, bah, en fait, tu as beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de je sais pas, j'ai l'impression que les portes s'ouvrent plus vite, plus rapidement, tu as plus de social donc Mais dans le monde de la nuit, non? Tu te fais des ouais, ouais, contacts pour ouais, d'autres ouais. trucs de la nuit, genre? Que dans le truc de la nuit, Donc par tu contre. Ouais, t'enfonces ouais. dans Ouais, le c'est ça, c'est dans ça. le C'est marrant, hein, vortex. parce que, comme je disais, moi, je suis pas quelqu'un qui va être très, très nuit, c'est alors, dans un DJ, c'est bizarre, hein. Mais, tu vois, je suis très vite fatigué, après mon set, tu vois? Je vais pas être là, «Allez, on se prend un verre, machin», enfin, moi, quand je mixe, je prends de l'eau, tu vois? Ou un Red Bull si je suis fatigué. Mais, tu vois, je vais pas être là, non, mais c'est vrai et puis ça choque un peu parce que d'habitude, enfin, je sais que dès que je mixe dans des endroits, ils me disent: «Ah ouais, tu veux pas un petit verre, un petit truc?» puisque ils me disent d'habitude les DJ, ils s'enfilent des bières, des trucs. Moi, je sais que si je suis fatigué, tu vois, je te dis, je prends une Red Bull et encore, j'évite parce que je sais que c'est pas hyper bon non plus. Tu vois, enfin, et je vais être très vite fatigué. En fait, c'est vrai que du coup, je m'enfonce un peu dans ce truc de monde de la nuit, alors qu'en fait, moi, à 3 heures du mat, je suis KO, quoi. Donc c'est marrant, mais en même temps, ça m'ouvre des portes et donc je vais pas refuser pour l'instant. Puis je suis jeune, donc ça, il y a pas de souci, tu vois. Tu un DJ sain. DJ ça, j'essaye. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant. Je peux Et donc, carrément confirmer, hein, à Kuala Lumpur, il était très carré quand on sortait ouais, voilà, et tu il vois. savait qui DJ, c'était: «Non les gars, je peux pas boire Ah et ouais. tout». Ah, quand Heu, je mixe, je bois pas. Mais en vrai, je te comprends 100% et je pense que moi, personnellement, moi, c'est ce qui m'embêterait si j'étais DJ, c'est le fait que tu en face de plein de gens qui sont, genre bourrés, qui se C'est ça, bousculent, qui sont trop, «Waouh» et tout, tu sais? ouais. Et je pense que ça doit être ce décalage-là. Bah, déjà, tu le ressens quand si tu sors en boîte avec, plein de potes et tout qui boivent et tout, toi, tu pas dans le mood de boire, Ouais. tu te sens déjà un espèce de décalage, social. Mais là, d'autant plus, c'est toi qui mets l'ambiance, mais sans être dans le même mood de fou, tu vois? C'est un peu bah, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup de DJ qui boivent. Après moi, j'ai pas besoin d'être bourré pour être excité, pour mettre l'ambiance, tu vois? Être un peu faire le foufou, tu vois? Mais par contre après dès que j'ai mon heure où je suis claqué, par contre, tu vois, je vais me calmer. Mais même en vrai, c'est même quand je mixe, mais même quand je mixe pas, tu vois, je bois pas forcément non plus beaucoup. Donc c'est vrai que Nathan, je crois qu'il a une Ça me anecdote. fait sourire, hein, ça me fait sourire. Ouais, on a fait 2 3 soirées, on a fait 2 3 soirées.
Mais, mais c'est pour ça, ça m'a jamais dérangé. Mais c'est vrai que du coup, par contre, t'as quand même un peu ce décalage, comme tu dis, d'avoir les gens qui sont quand même, bah, c'est vrai que quand j'ai mixé en boîte ou dans des soirées, de voir les gens un peu bourrés, toi, du coup, un peu sortir du mood, alors que c'est toi qui es censé, tu vois, ramener l'ambiance. Mais ça m'a jamais vraiment posé de problème, donc ça va. Sauf quand je suis vraiment fatigué, et je te dis, du coup, je prends du Red Bull, ce qui va pas, je vais pas être bourré, mais je vais être plus excité, quoi. Donc voilà. OK, Et trop cool. ouais, ouais, je voulais continuer sur le même sujet. Est-ce que tu as senti une différence par rapport à en France quand tu as DJ en boîte? Genre les gens, En Malaisie, tu l'attitude, vois? etc. En Malaisie, ouais. Mhm. Euh, bah, il y avait une différence au niveau style de musique. Déjà, tu sais, j'avais bien préparé quand même mes sets à l'avance parce qu'en fait, je sais que maintenant en France, j'ai même plus trop besoin de préparer. Alors, je télécharge toujours des nouveaux sons. J'essaye, dans ma clé, je sais pas, je dois avoir 3000 sons, j'en sais rien, plus 4000, j'en sais rien. J'en ai énormément, donc je peux varier vraiment comme je veux. Mais je savais qu'en Malaisie, tu vois, bah, tout ce qui est français, je peux pas passer. Moi, j'ai beaucoup de remix en fait d'anciennes musiques françaises aussi. Quand je mixe en boîte, des fois je mets du rap français. Donc là-bas, tu vois, je pouvais pas trop en mettre. Donc donc niveau déjà set, j'ai dû vachement m'adapter à l'étranger. Alors après, quand j'ai joué mon style un peu house, tech house, afro house à Helipad, là c'était un peu plus simple. Mais c'est sûr qu'en boîte, après niveau réaction des gens et tout, j'ai l'impression que c'est quand même toujours un peu la même chose, tu vois, faire monter un peu l'ambiance et après dès qu'ils sont dedans, bah hop, tu balances tes trucs. Je trouvais que c'était quand même assez, ça ressemblait un peu après chaque soirée est différente, mais c'était un peu la même recette. Donc il n'y avait pas non plus une différence. Après, t'as juste des sons qui vont marcher en Malaisie, mais qui marchent pas à Dijon, par exemple. Mais ça, après, ça peut être comme si je mettre des sons à Dijon et qui vont pas marcher à Lyon. Donc en fait, finalement, c'est juste adapter un peu. Après, je sais que j'avais mis des sons un peu marrants, un peu asiatiques et tout pour rentrer un peu dans la culture. Mais ça, c'est des petits clins d'œil que j'aime bien faire dès que je vais dans des villes ou dans différents pays. Qui me font marrer moi, mais après ça c'est pas obligatoire et c'est un peu ouais la seule différence que j'ai pu ressentir en vrai. Mais comment ça marche concrètement le fait d'être DJ? Donc, OK, tu Il y a as plein tes de 3000 sons là. il y a plein de gens qui posent la question. Mais oui, Tu parce veux que savoir enfin quel est le travail en fait? en fait, Ça je te- me demande si c'est en amont, OK, t'as vu, OK, ces 2-3 sons-là, OK, je peux les mixer ensemble, machin, tu testes tes 2-3 transitions et tout, et en fait, tu fais de la répète et tu fais, et en même temps, avant, tu m'expliquais au début du podcast, oui, il y a pas mal de, OK, je sens c'est quoi l'ambiance, et j'arrive donc à quel point c'est de l'impro, tu vois, au final, comment ça fonctionne? En fait, Tellement un cours là en 5 minutes, j'ai envie ouais, non, d'apprendre je d'être vais DJ. expliquer de la façon la plus simple possible. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui confondent en fait. Il y a un peu un flou, j'ai l'impression autour de ça. En fait, tu as soit t'es DJ, soit t'es DJ producteur. Donc DJ producteur, enfin producteur, producteur, ça dépend si t'es français anglais. Mais bref, soit tu crées tes sons à toi. Donc là, il y a des DJ, par exemple, ils vont créer leurs sons, ils vont faire leurs sons avant, ils vont jouer que leurs sons, ça existe. Bon après même David Guetta, je t'avoue, il joue pas que ses sons. Mais tu vois, quand tu commences à créer tes sons, c'est comme ça que tu vas être populaire. DJ Snake, David Guetta, Bob Sinclair, tous les grands noms, les grands DJ ont créé leurs sons parce que c'est comme ça que tu te fais repérer. Mais du coup, les gens ils disent, mais donc tu fais quoi quand t'es DJ et que tu crées pas tes sons? Tu joues que les sons des autres, tu fais rien. En fait, pour moi, il y a quand même, je pense, il y a 90% du travail qui va être quand même en amont, qui va être quels sons tu as sur ta clé, quels sons, en fait, en amont, tu vas trier tes sons, tu vas créer, tu vas dire bon bah ok moi je mets tel son tu vas les écouter moi je fais plus trop d'entraînement en fait chez moi sur ma platine mais je vais télécharger des sons me dire ok ça c'est pas mal mais je vais pas me dire putain ce son là il va bien avec celui-là après puis avec celui-là après il y en a qui le font il y en a qui font une playlist ok bah là je vais mettre que ça pour cette soirée ils mettent 40 sons et puis ils vont jouer les 40 sons Dans l'ordre, un quoi, son ouais. 2 son 3 Mmh. ça existe, je dis pas que c'est mal, moi c'est pas ce que j'aime faire. C'est pour ça que je te dis, moi il y a beaucoup d'impro, parce que le problème c'est qu'en fait si tu fais ça, bah tu vas pas t'adapter. Et je sais que moi les gens ils aiment bien parce que je m'adapte. Et en fait je vais regarder comment se passe la soirée et je vais switcher un peu comme je te dis, moi je télécharge beaucoup de sons, j'aime beaucoup tous les styles musicaux. Et en ce moment tu vois j'écoute beaucoup de nu disco par exemple.
Donc, tu vois, bah, là, je refais une playlist, pardon, nu disco avec plein de sons. Mais c'est pas une playlist où je me dis: «Bon, bah, je vais jouer un, deux, trois, quatre». Tu vois? C'est une playlist que j'ai avec que de la nu disco, mais que après je vais mixer avec de l'afro house, que je vais repasser sur de la, tu vois? Et en fait, moi, du coup, le travail est avant et après sur les platines. J'ai quand même un boulot de transition à l'oreille, de voir si ça match et tout, mais moi que je fais tout en direct et que après du coup, bah, que je cale, que machin, que je regarde par rapport au style de la soirée et que je vais mettre ensemble, que je vais mixer et que j'envoie voilà, son 1 de la nuit disco avec son 4 de ma playlist afro house avec, tu vois, je repasse sur machin. En fait, du coup, tu mixes ça et donc c'est un peu ça tout le travail, du DJ, donc trouver les sons et après les mixer ensemble. Après, encore une fois, il y a pas de bonne ou mauvaise solution. Il y en a qui préparent tout avant, il y en a qui font pendant, il y en a qui font en les 2. Genre Mais il y a un gros travail de creuser du coup, parce que j'ai l'impression que à la fois, tu veux pouvoir avoir, des sons, stylés que les gens connaissent pas trop et en même temps, tu veux avoir les sons connus parce que dès qu'il y a un son connu, wouah! Tu sais, les gens, c'est d'un coup, ils sont chauds parce qu'ils connaissent le truc. bah, c'est ça tout le travail, c'est de faire la balance entre, pas jouer que les sons connus parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. En fait, enfin, tu peux jouer que les sons connus, ça marchera, mais il faut réussir à enfin, si t'aimes ça, tant mieux, mais il faut réussir à aussi emmener ce que t'aimes et faire cette balance de, hop, tu mets un son connu, les gens, ils sont à fond, hop, tu mets un son que toi t'aimes qui t'aurais mis sans le son connu, les gens, ils auraient dit: «Ah, c'est quoi ça?» Parce que comme tu le mets après, tu vois, les gens, ils vont l'apprécier. Après tu vois, tu fais la balance pour qu'en fait, tu ramènes un peu dans ton univers, tu repasses, en fait, c'est tout le travail d'arriver à faire le zigzag et puis si tu mets le son que t'aimes, les gens ils aiment bien. Ah bah attends, je vais en essayer un autre. Ah ils ont moins aimé, bon bah je repasse sur un son un peu plus connu. Tu vois? Et en fait, c'est de faire cette balance et que moi je préfère du coup faire en live parce que du coup, bon déjà tu te fais pas chier. T'es pas là, son 1, hop, son 2, son 3, tu vois? Tu te fais chier. Moi je suis là toujours dans le speed, oh il reste 10 secondes, putain j'ai pas mon son d'après, tu vois? T'es dans le stress, du coup ton en plus tu te fais pas chier, tu vois? Le truc il passe vite, tu vois? Tu kiffes quoi, t'es dans moi, t'es dans le speed, tu vois? J'aime bien. Et en plus, ça te permet du coup d'être, hyper flexible et de pouvoir jongler vraiment, toute la soirée sur, qu'est-ce que tu vas mettre. Donc c'est vraiment ce point-là, moi, que je m'efforce à faire, alors qui est par contre c'est sûr que c'est beaucoup plus stressant, hein. Enfin, comme je te dis, tu vois, des fois, tu vas arriver, tu vas regarder ton son, il se finit dans 10 secondes. Si tu balances pas un son, il y a plus de musique que dans 10 secondes, tu vois? Donc c'est pas le même travail, c'est sûr que c'est beaucoup plus stressant, faut pas être paniqué, faut savoir rester calme. Mais par contre, ça te permet du coup de pouvoir jongler un peu dans tout et de vraiment, mettre tous les styles, quoi et de t'adapter à la soirée et pour moi, c'est la qualité qu'il faut, quand tu es DJ. Enfin, faut t'adapter, tu payé pour ça. Alors sauf quand tu es très connu et là, du coup, tu joues tes sons, tu joues tes trucs et tu plus trop besoin de enfin, tu as toujours besoin de t'adapter, mais c'est les gens, ils sont là pour toi, pour ce que tu fais, donc c'est quand même plus tu vois? Tu pas besoin tu sais quel style tu vas jouer, les gens, ils viennent pour le style que tu joues, donc c'est quand même plus simple. Mais pour passer ce cap financier que tu disais où les gens viennent pour t'avoir toi, tu vois? Il faut peut-être que tu commences à mettre tes sons Bah, sur SoundCloud et tout ou pas voilà. forcément? Bah, en fait, Ouais. pour que les gens ils viennent pour toi, moi, je pense qu'il faut quand même commencer à quand même composer tes sons et créer tes sons. J'ai commencé, je sais plus si je t'avais fait écouter, Nathan, je crois, je sais On avait plus. fait écouter Ouais, quelques-uns, ouais, on avait regardé ensemble, mais ouais. c'est dur, hein, c'est C'est vraiment dur. À ce que super tu dur, m'avais montré, ouais, j'ai encore rien sorti pour l'instant, mais j'essaye petit à petit. J'ai 2-3 sons que je balance des fois en soirée, je dis pas que c'est moi qui l'ai fait, tu vois? Je teste, je regarde la réaction des gens, mais bon, c'est un peu dur, mais ouais, comme tu dis, il faut les mettre sur SoundCloud, que ça pète. Moi, là, je me suis mis sur TikTok aussi parce que, bah, mine de rien, en fait, TikTok, c'est ce qui te fait connaître, bah, dans d'autres villes, et pas que dans ta ville ou même dans ta ville, ça peut te faire grossir encore plus. C'est TikTok, c'est pour dans beaucoup de métiers, c'est quand même génial et puis il faut espérer qu'un jour, en fait, bah, ça pète et puis après du coup, tu peux continuer à jouer ton style. Après, il y a des DJ qui ont un style et qui jouent que leur style et puis ils essayent du coup, ils savent que quand les gens les appellent, c'est que pour ça, quoi. Mais du coup, tu as beaucoup moins de dates, tu fais 2-3 dates par mois et puis voilà, tu peux, mais c'est plus dur de monter, quoi. Donc après, il y a vraiment de tout, quoi. OK, trop cool. Bah, merci beaucoup Voilà. pour, les J'espère que c'était clair. explications. C'est un peu Ouais, dur ouais. parce qu'il y a pas Non, non, beaucoup de gens qui je comprennent, ce que font les DJ. Ils disent: «Ah mais vous faites rien», En fait, c'est quand même beaucoup de travail en amont qu'on voit pas et après aussi en direct les sons que tu vas mettre. Alors s'il y en a qui comme je te dis, jouent à 1, 2, 3, 4 donc c'est pas très dur, mais ça veut dire qu'il y a quand même eu du travail en amont donc tu vois, tu peux pas critiquer, hein. Mais du travail non payé du coup en plus. de quoi?
du travail non payé en plus, parce que Bah, en quand fait, tu es voilà, à c'est du l'heure, travail. donc En fait, bah, tu vas le facturer, tu le prends, en fait, tu vois, quand je te dis des 50, 60, 80, c'est compris dedans, ton travail avant. ouais. Mais, oui, c'est du travail, en fait, que tu fais, personnellement et qui, sur le moment, n'est pas payé, ouais. Bon alors, t'es étudiant le jour, t'es DJ la nuit. Maintenant, on veut que tu nous racontes des anecdotes croustillantes là. On veut savoir un peu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le revers de ce monde? Bah, il y a pas mal, il y a pas mal de trucs. Bah, déjà, il y a toutes les demandes un peu, tu vas avoir un peu toutes les demandes, tu vois, de musique un peu bizarre, qu'on peut te demander en boîte ou quoi, «Tu peux mettre ça, tu peux mettre ça», moi, j'essaye de mettre faut savoir que moi, j'essaye de mettre un maximum. Après, quand c'est vraiment trop dévié du style, je mets pas. Après des anecdotes un peu marrantes, si j'ai un mec une fois, c'était dans un bar. Il était là, il était en face, tu vois? Il dansait un peu sur des trucs un peu oriental et tout, donc tu vois, moi, je vois qu'il dansait et tout, donc tu vois, je continue dans ce style, tu vois? Donc comme je te dis, je m'adapte et comme j'ai beaucoup, beaucoup de musique, bah, en fait, j'arrive, à choper des sons, tu vois? Je dois les chercher sur le moment, mais du coup, je m'adapte, je remets et tout. Hop, il arrive, il met 20 € comme ça sur ma table, il me dit: «Putain, c'est top et tout». Je dis: «OK, vas-y, bah, je continue, machin» et puis en vrai, en tant que DJ, enfin, je sais pas, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de pourboires. C'est rare qu'on me laisse des pourboires. Alors, c'est peut-être parce que je suis en France, je sais pas. Mais ça m'est arrivé, je sais pas, 3, 4 fois. Et donc, il me met 20 € et tout. Je dis: «OK, cool». Hop, je mets une musique, il me remet 20 €. Je remets une musique un peu orientale, il me remet 20 €. Je remets une musique, il me remet 20 €. Putain, et tu vois, à un moment, je lui dis: «Stop», tu vois? Je me dis: «Il est peut-être bourré ou quoi», tu vois? J'ai pas envie non plus d'abuser du truc. Moi, je suis déjà payé. Enfin, tu vois? Je veux dire, je vais pas me plaindre. Et là, il allait partir et tout. Il ouvre sa sacoche et là, je vois une liasse de billets, tu sais, enroulés dans du cellophane et tout, machin. Et donc je me dis: «Ouh là, OK». Il me dit: «Ouais, donne-moi ton contact». Il me dit, «Putain, c'est top ce que tu fais, je vais t'emmener, dans le sud. Moi, j'ai une villa énorme, tu me dis, moi le cachet, il y a pas de souci, je te paye 1 000 € de l'heure». Il m'a dit: «Je te ramène, piscine, tu veux des putes, je te ramène des putes». Enfin, truc de ouf, tu vois? Enfin, truc de ouf. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et enfin, niveau cachet, c'est un truc de ouf. Et du coup, et vraiment, genre, le mec trop bizarre, quoi. Et donc il prend mon numéro et tout, parce que je me suis dit, en fait, le problème, c'est qu'il voulait mon num. Donc s'il m'appelle et que je lui donne un faux numéro, tu vois? Donc j'ai donné mon numéro et au final, il m'a jamais rappelé. Mais tu vois, c'était cette expérience un peu, bah, tu vois, du monde de la nuit où tu peux croiser des gens quand même un peu, je sais pas ce qu'ils faisaient dans la vie, tu vois? Mais pareil, il m'a dit: «Le barman, tu lui as donné des pourboires, des trucs». Donc tu vas avoir un peu des anecdotes comme ça. Après, tu as aussi des anecdotes, tu vois, avec des filles, qui vont, montrer leur Insta, qui vont, t'ajouter, qui vont, tu vois, essayer de trucs. Après, moi, je suis en couple, donc j'ai jamais eu vraiment d'anecdotes vraiment, enfin, depuis que j'ai commencé à mixer presque, en fait, j'étais en couple, donc j'ai jamais eu d'anecdotes, croustillantes là-dessus. Mais c'est vrai que bah, forcément, c'est pas une légende, quand tu mixes, tu quand même beaucoup de filles qui sont intéressées, donc ce qui peut être bien pour, beaucoup de mecs, hein. Je dis pas, mais du coup, moi, bah, ça m'intéresse pas forcément. Et après, non, je sais pas si j'ai trop d'anecdotes, T'as déjà eu peur pour ta sécurité? Bah, avec lui un peu, en fait, moi, quand j'ai dans les bars ou quoi, tu as souvent des vigiles, des trucs, donc j'ai jamais eu peur. Par contre, quand je pars, d'un bar ou quoi, ou et que tu ta platine à la main, tu vois, tu as quand même 4 000 € dans la main, tu vois? C'est pas rien. Donc ça, ouais, j'ai déjà eu peur, tu vois, qu'un mec, il se dise, tu vois, qu'il sait que je ramène ma platine à chaque fois, il m'attende au coin de la rue, il me la prenne, tu vois? Donc ça, oui. Après, j'ai jamais les bars me payent jamais en liquide ou quoi, donc tu vois, j'ai jamais peur qu'on me vole quelque chose ou quoi. Mais non, moi, il y a déjà eu je sais que si, il y a déjà eu une baston à côté de moi dans un bar, tu vois, ils commençaient à se battre, ils s'éclatent les bouteilles sur la gueule et tout. Il y en a un, il saignait, du cou, mais tu vois, après, c'est le monde de la nuit, donc maintenant, tu vois, ça m'étonne même plus. Mais ouais, tu peux avoir des grosses bagarres, tu peux avoir des trucs comme ça, aussi des bonnes anecdotes, enfin, c'est pas marrant pour ceux qui se battent, mais ça peut arriver. Et après, encore une fois, ouais, j'ai eu une anecdote aussi où j'ai perdu ma clé avant un set. Et bah là, bah, tu dois t'adapter, tu dois tout télécharger dans le speed, tu as 5 minutes, tu vois, t'es là, t'es pressé, tu sais que tu as ton set, si t'as pas les puis moi, j'aime bien, du coup, comme je te dis, je prépare pas, donc j'aime bien avoir plein de musique, donc j'ai dû télécharger plein de musique en 2 secondes. Enfin, tu vois, j'étais en partage, la galère, le truc. Enfin,
Mais tu vois, tu t'adaptes. Pendant le set, j'étais sur mon ordi en même temps, je téléchargeais les musiques, machin. Enfin, tu vois, tu vois, le patron de la boîte, il me regardait, il me disait, mais c'est un fou, lui, tu vois. Je mixais, tac, je passais sur l'ordi, je remixais, tac. Parce qu'en fait, il y a des musiques, je me disais, putain, je mettrais bien celle-là. Je voyais qu'elle était pas sur ma clé, du coup, tac, je reprenais le truc. Et le Mais tu vois, patron, il t'a dit que tu bossais comme ça, toi. de quoi? Le patron, il s'est dit que tu Ouais, bossais comme ça, tu sais. ouais, c'est un peu, mais j'ai expliqué. Après, il a compris. Il m'a dit, bah non, mais puis, comme la soirée était réussie, tu vois, il m'a pas dit, putain, t'abuses. Donc après, c'est sûr, moi, j'aime pas, moi, j'ai trois, quatre clés. Donc, j'aime bien avoir des backups. Mais là, c'était un problème, en fait, de platine. C'était une ancienne platine. Du coup, la clé, en plus, elle marchait pas. Donc, enfin, tu vois, donc, hyper galère, très technique. Mais du coup, au final, bah, la soirée s'est trop bien passée. Donc, le patron, il a pas eu de soucis, quoi. Mais c'est sûr que tu vois, tu peux avoir des petites anecdotes aussi comme ça, assez marrantes. Mais après, ouais, du coup, comme je t'ai dit, tu as toutes les dérivées du monde de la nuit, où on m'a déjà proposé de la drogue, enfin, tu vois. Mais ça, après, c'est le monde de la nuit, tu vois. Donc après, soit tu te laisses tenter et, bah, comme je disais tout à l'heure, tu bois, tu te drogues, tu machin, ou soit tu essayes de rester clean et du coup, ta soirée est finie, bon, bah, tu rentres. Alors c'est sûr que du coup, après ta soirée, c'est là où j'ai l'impression que tu peux faire le plus des réseaux. Donc c'est pour ça que des fois, je reste un peu. Mais tu vois, faut pas, dès que tu commences à rester jusqu'à 4, 5, 6 heures, bah, c'est là où, comme tu dis, ça peut être plus dangereux pour toi, ça peut être plus dangereux pour les gens que tu as rencontrés. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop traîner non plus. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc j'ai de la Et, chance. et au contraire, ta meilleure soirée? Euh, Bah, c'était il y a pas longtemps. C'était un pote qui m'avait invité pour un événement à lui. Il y avait 400 personnes, je crois, 350. Et énorme soirée dans En fait, c'est un café-théâtre qui a été transformé du coup en scène. J'ai mis un post sur les réseaux, c'était mon dernier post, qui était transformé en scène. Donc, tu es sur la scène du théâtre et tu as tout le monde qui est devant toi, tu vois, en mode vraiment artiste. Et donc, tu as toutes les lumières, tu as un ingé lumière, tu as l'ingé son, tu as tout le truc. Donc, en fait, tu vois, c'est génial. Tu es là, tu mixes devant tout le monde. Tu vois, bah là, limite, tu vois, il y a des gens qui sont venus pour moi. Donc, c'est une reconnaissance de fou et de pouvoir faire ça, tu vois, puis c'était avec les platines dernière génération, tu vois, enfin, donc c'est génial. C'est génial. Et si aussi, non, j'en ai deux. J'en ai deux. Et aussi, j'ai fait le warm-up pour un gros DJ qui s'appelle Doumea, qui est maintenant à Dubaï, qui était DJ résident du Nikki Beach à Saint-Tropez. Et du coup, c'est un truc de ouf, tu vois. J'étais trop content. Je mixais avant lui. Après, j'ai pu le voir. J'ai pu lui demander des conseils. Donc, tu vois, c'est des soirées comme ça qui te marquent et ou même, tu vois, la Malaisie, tu vois. Enfin, en fait, non, en vrai, j'ai plein de soirées, tu vois, qui m'ont marqué et quand j'y repense, parce qu'il y en a plein. Mais ouais, en vrai, chaque soirée était quand même assez exceptionnelle et qui te laisse quelque chose, tu vois, qui t'apprennent. Moi, j'apprends chaque soirée, j'apprends à mixer un peu mieux, ça t'apprend tout le temps des choses, donc c'est génial. Et si aujourd'hui tu devais te remettre dans la peau de ton premier set, de ta première soirée, ce serait quoi ton conseil à toi-même ou même aux auditeurs qui veulent par exemple devenir DJ, qui n'ont pas fait leur premier set, qui ont peut-être leur première platine devant leurs yeux et qui sont là, ok, hyper stressés, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est quoi le conseil que tu donnerais? En vrai, je pense, bon, fais-toi confiance. Je pense, comme je disais au début, si tu te loupes, c'est pas grave. De toute façon, tu te louperas forcément de temps en temps. Il faut que tu t'expérimentes. C'est en faisant que tu vas apprendre. Donc forcément, les débuts, ça sera moins bien. Mais au final, essaye d'être un peu moins technique, peut-être en, quand tu fais tes premières dates, être plus technique chez toi, faire des scratchs, des choses qui vont être plus techniques sur la platine. Mais finalement, quand tu fais tes dates tes premières dates, bah, essaye de juste passer tes sons correctement, voir un peu comment la foule réagit et mettre un peu la technique de côté pour le début et vraiment te concentrer sur le ressenti des gens et sur ce que tu vas pouvoir proposer. Et ensuite, vraiment commencer à prendre un peu plus confiance. Et en fait, bah, plus tu vas faire comme je dis, hein, plus tu vas faire de soirées, plus tu vas commencer à prendre de l'expérience et à te faire confiance et à pouvoir un peu mettre de la technique et t'amuser, quoi. Mais au début, c'est sûr que du coup, t'as le stress, t'as un peu la boule au ventre, tu dis putain, qu'est-ce que je vais mettre, machin. Il faut, ouais, fais-toi confiance, lance-toi. Moi, ce que je dis à tout le monde, ceux qui me disent, ouais, moi, j'aimerais bien faire DJ, c'est sûr que ça fait rêver beaucoup de monde.
lancez-vous. Moi, j'ai pas fait d'études. Achète ta platine, fais tes premières dates, essaye de démarcher des bars, des trucs. Et puis, plus tu mixes, puis plus tu vas te faire repérer, plus tu as de chances que les gens te voient, te disent: «Ah, moi, je t'ai vu, c'était top». Prends des vidéos. Moi, je sais que j'ai beaucoup investi dans les vidéos aussi, faire des vidéos sur les réseaux pour que les gens te voient. C'est important, tu vois? C'est des choses comme ça. Je sais qu'il y a des dates où je paye plus cher le vidéaste que, moi. Il prend plus que moi, mais c'est pas grave, tu vois? C'est du contenu et puis moi, j'aime pas, je sais que le vidéo, c'est un taf énorme, tu vois? Donc je vais pas demander de réduction ou de le sous-payer. Moi, je le paye plus que moi, il y a pas de souci et je sais que derrière, en fait, ça va me ramener une, deux, 3 dates et en fait, ça sera rentable, tu vois? Donc il faut se faire confiance et puis il faut, expérimenter petit à petit. De toute façon, il y a que c'est ça sert à rien de s'entraîner dans sa chambre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je crois qu'honnêtement, j'ai dû mixer 2 mois, 3 mois dans ma chambre et après j'ai direct fait des dates. En fait, il faut, alors j'ai eu beaucoup de chance, hein, et je dis pas le contraire, mais il faut se faire confiance et il faut y aller. De toute façon, il y a que comme ça que tu vas t'améliorer, que tu vas apprendre. Ouais, c'est marrant que quand tu parles, j'ai l'impression de retourner dans le passé quand, je commençais la photo, la vidéo avec, mon premier boîtier et je m'entraînais, tu vois, sur mon Ouais. frère, sur ma mère, sur, mon chat, Ouais, tu bah vois? oui, voilà. Et en fait, c'est comme dans tous les business de service, je pense qu'en maîtrisant les bases et en connaissant vraiment son matériel, son boîtier, pour la photo et puis la platine, pour le DJ, je pense que aussi en ayant super confiance en soi, ça passera à chaque fois malgré le fait Bah que, oui, bah, l'erreur elle est humaine, hein, ça voilà. peut arriver, la soirée ça peut ne pas être la tienne, c'est pas grave et puis, comme tu disais, je pense que l'expérience, fait toujours plus que que le savoir, on va dire, personnel chez soi, à mon avis. Ouais, moi, je pense, voilà, comme tu dis, il faut dès que tu as vraiment les connaissances de base, tu peux commencer bah, limite faire les soirées comme tu dis, toi, c'est prendre des photos pour les proches, mais du coup, faire les soirées pour les proches, les anniversaires, les petits trucs. Ne serait-ce que, tu vois, c'est même pas faire des premières dates, mais faire, les anniversaires, le je sais pas, le nouvel an, tu vois, le truc avec des potes, mais sortir de ta chambre, avoir un vrai public devant toi, même si c'est des potes, commencer à te confronter quoi et pas avoir peur et en fait, petit à petit et bah, tu vas voir que, ça va se faire tout seul et tu vas commencer à avoir des dates et moi, c'est vrai que ce que je dis souvent, en fait, plus tu dates. En fait, parce que plus tu te montres, bah, plus tu te montres et du coup, plus les gens te voient, plus les gens ils te bookent. Donc c'est en fait, le plus dur, c'est de commencer, mais une fois que tu commences à avoir des dates, ça s'ouvre petit à petit et tu petit à petit, donc faut juste, se faire confiance et y aller comme tu as fait du coup pour la photo, faut pas, je pense que ça sert à rien de rester dans sa chambre, et se dire que «Je suis pas encore assez bon, j'ai pas le talent pour». C'est en continuant dans ta chambre, il faut avoir le lien avec le public, faut être devant les gens, donc je pense que il faut se confronter, quoi. Ouais, et puis peut-être que tu as un pote qui a un cousin qui est DJ qui pourrait te donner des conseils. Peut-être que tu Exactement. as, je sais pas qui a une soirée dans une semaine et en fait, si tu fais pas ta première fois où tu le montres, si les gens ne savent pas, Pas, bah, bah tu auras juste pas l'opportunité, ouais. exactement, c'est ça et après, tu vois, ça va être du bouche à oreille et même si c'est du bouche à oreille que dans ton réseau à toi, de potes ou de famille et ben, en fait, hop, j'ai tonton, il fait son anniversaire: «Ah bah, trop bien, ah bah, il m'a donné 50 € parce que voilà» et bah, mis c'est 50 € mais c'est ton premier er tu peut-être gagné 50 € en mixant 6 7 heures, j'en sais rien, pour un mariage, mais toi, tu as kiffé, tu as fait ta première date et là, les gens, ils ont commencé un peu à danser, machin et en fait, c'est comme ça que tu vas apprendre et commencer à te faire de l'expérience et à forger ton truc. Alors oui, tu aurais aimé gagner plus, oui machin, mais je pense que tu vois, si tu commences, bah, tu es déjà hyper content d'avoir, pu gagner de l'argent en faisant ce que t'aimes quoi, en passant tes sons, en mettant tes trucs. Donc enfin moi, c'est ce que ça m'a fait en tout cas. Donc si tu es vraiment passionné de ça, bah, tu y vas et puis au début, faut pas être regardant, forcément sur les salaires parce que c'est sûr que du coup, tu peux te faire un après, faut pas se faire marcher dessus non plus, mais il faut savoir s'adapter, jongler et puis après ça partira quoi, une fois que c'est lancé. Bon et puis je voulais revenir sur un truc, bah, que Et je j'ai pense la appris photo, grâce c'est à pareil. toi, ouais, ouais, c'est carrément pareil. C'est carrément pareil. Mais, un truc que j'ai vraiment appris avec toi et c'est que en fait, oser, c'est C'est tellement vrai. puissant que, en fait, la pire réaction des gens, ça peut être non et ensuite ils t'oublient et c'est quelque chose qui est tellement important, en fait, typiquement, à Elipad, je me souviens comment tu as obtenu cette opportunité, c'est que tu as juste demandé et en fait, le fait de demander, eh ben
ça t'a ouvert ça et puis ça t'a ouvert aussi une résidence là-bas. Parce qu'il faut le dire, tu es parti de la Malaisie, or que Ouais. tu avais, une potentielle résidence là-bas, C'est vrai que j'en ai pour, jamais parlé de ça. plusieurs mois. Mmh. Donc ça, c'est fou, juste le fait de demander et je pense que beaucoup de gens ont juste la peur d'aller vers les gens et de proposer soit un service, soit n'importe quoi et la pire réaction que vous pouvez avoir, c'est non. Donc Bah ouais. allez-y. Mais ça, c'est un conseil, pas que en tant que DJ ou c'est dans la vie en général. Je sais pas si tu te souviens, mais à Singapour, tu vois, c'est une anecdote toute bête, hein, mais on est allé manger des, c'était des hot dogs non, c'était quoi? Je sais même plus ce que c'était. Tu sais, à Singapour. Bon, je sais plus, mais bref, on avait commandé un truc à manger et on était allé demander des churros, en dessert Ah oui, parce que bien je sais plus sûr, quoi. bien Et sûr. en fait, on avait dit: «On peut avoir des churros en plus et tout». Ils nous ont dit: «Ouais, si vous nous mettez un avis, pas de souci, on vous les offre et tout». Donc en fait, voilà, tu demandes juste gentiment, je sais plus, on l'avait fait pour autre chose et à chaque fois, en fait, on demandait, on arrivait à avoir des trucs, alors que ce soit gratuit ou tu vois? Ou enfin, je sais plus, ou 10 minutes en plus de je sais pas quoi. Mais en fait, si tu demandes pas, bah, tu peux pas savoir et comme tu dis, c'est enfin, puis je te l'avais dit et moi, c'est un truc que j'essaye d'appliquer souvent. Bah, au pire, tu as un non et si tu demandes pas, tu as un non d'office. Donc le mieux que tu peux avoir, c'est un oui. Donc autant demander et au pire, tu as un non, tu reviens à la case départ, quoi. C'est pas très grave. Donc c'est pour ça, moi, c'est dur au début d'y aller, mais faut demander, faut appliquer ce truc-là. Et même dans la photo, dans la vidéo, je pense que c'est important aussi de le faire ou dans plein de domaines et dans la vie en général, même dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il faut oser et demander, même si c'est pas forcément facile de se prendre un non, mais au pire, de toute façon, tu aurais pris un non si tu avais pas demandé. Donc, je veux dire, donc autant oser, quoi. De ouf. Est-ce que tu avais autre chose à dire, Mathis, Ben, sur le moi sujet ou peut-être tu ju voulais, bah, moi peut-être juste sur votre, l'anecdote dont vous parliez là, moi je suis pas au courant, il se passait quoi là? Une résidence, en Malaisie? Ah Explique-nous. oui, 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 bah, ça, j'en ai jamais parlé en vrai sur les réseaux. Bah, encore une fois, tu vois, c'est quelque chose, comme je t'ai dit, je suis allé à Helipad, donc on avait bu un verre et moi je voulais aller mixer là-bas et du coup, je suis allé parler c'était peut-être pas le patron, mais celui qui gérait la musique en tout cas et du coup, j'avais montré mon Instagram, montré un peu ce que je savais faire. J'avais déjà mixé en Malaisie, donc voilà, il avait une certaine confiance et donc il m'a dit: «OK, chaud, pour un essai, machin». J'avais mixé gratuitement, je crois. Oui et vous avez offert les places et la les verres nourriture. aussi? Ouais. Ouais, les verres et la nourriture. Donc tu vois, tu as des petits avantages comme ça souvent et du coup, j'avais dit: «Moi, je mixe gratuitement, machin. Bon, par contre, vous faites rentrer, mes copains». Tu vois, tu as une guest list souvent quand tu es DJ, machin et donc il a adoré ce que j'ai fait et donc en fait, au final, il m'a proposé une résidence, du coup, en Malaisie, donc à Helipad, pour, 3 mois, c'était, je crois, ou plus, je sais plus. Mmh. Enfin, en tout cas, pendant un certain temps, de mixer, toutes les semaines là-bas, en régulier, tu vois? Et payé, quoi. Donc en fait, tu vois, c'est ce truc-là de alors c'est pas bien de mixer je pense qu'il faut pas trop mixer gratuit parce qu'en fait, tu vas un peu casser le marché en faisant ça. Mais de faire une date, tu vois, comme ça pour, montrer ce que tu sais faire, je pense que c'est la meilleure chose parce que ça permet de alors ça peut être à double tranchant, ça peut faire un peu cheap, tu vois, de dire, «Je te fais gratuit», donc faut faire attention. Mais après du coup, moi, ça permet de montrer ce que tu sais faire et du coup, si les gens ils aiment bien, bah, tu vois, ils te reprennent derrière, après ça et ça te permet de faire des dates et tu vois, là, décrocher une résidence, en Malaisie, dans un pays, bah, tu vois, où j'y allais juste pour un Erasmus, c'est quand même un truc de ouf et bon, bah, j'ai pas pu rester mais c'est vrai que ça aurait été, j'aurais pas été en études ou quoi, ça veut dire j'aurais pu rester, être payé et vivre là-bas limite, quoi donc puis comme je disais, tu vois, le salaire là-bas est ouf pour un DJ donc après, ça te permet d'avoir des opportunités. J'aurais pu rester 3, 4, 5 mois de plus si j'avais pas d'études derrière. Donc c'est tu vois, juste demander, juste du contact, tu vois, c'est pas du j'ai pas enfin, j'y suis allé, mais j'ai pas envoyé un message sur les réseaux, j'ai pas tu vois, c'est plus, peut-être, je leur avais peut-être envoyé un message, je sais plus. Mais c'est enfin, faut oser, quoi. Faut oser. C'est la seul moyen, je pense, c'est dans tous les que tu sois DJ, que tu sois photographe, que tu sois, dans tout, je pense, il faut oser, faut demander, faut sinon enfin, si tu pas, tu vas pas aller très loin, quoi. Enfin, enfin, moi, c'est ma vision, en tout cas. Je pense que c'est Prendre un des très risques. clairement. Surtout, jeune comme ça et puis surtout, On a rien à j'ai envie de perdre. te dire, surtout à l'étranger, sans Ouais, contact et tout, franchement, c'est limite ton seul moyen de donner quelque chose, c'est bah, c'est ça. faut aller le chercher, quoi.
Bah, moi, c'était mon but. Je m'étais dit: «Moi, je veux mixer dans chaque ville où je vais» parce que, bah, rien que pour moi, c'est une expérience de ouf. Pour, mon portfolio, encore une fois, tu vois, c'est un truc de ouf et même si j'ai peut-être pas la crédibilité, je vais quand même essayer, tu vois, d'avoir des 2 je voulais de base, je voulais avoir une date et au final, en Malaisie, j'ai mixé plein de fois, tu vois, donc c'est un truc enfin, c'est juste en demandant, quoi. Donc c'est je pense faut oser. Et est-ce que ça te donne du crédit d'être un DJ européen quand tu es à l'étranger et vice versa quand tu reviens ensuite en France? Est-ce que c'est stylé, ça te donne du crédit d'avoir DJ d'être été DJ ailleurs? Alors d'être DJ français, surtout en tout cas dans les pays asiatiques, ça a marché très bien. Ça c'était quelque chose qui était très, recherché et très apprécié, donc c'était encore plus facile pour moi. Mais Heu, parce que beaucoup de public français, vous pensez? Ou c'est juste, c'est stylé, c'est la France, c'est Paris, ouais, je pense que c'est stylé, c'est la France et Paris. Je pense. OK. Moi, je l'ai vu comme ça en Et tout cas. Je sais pas si toi aussi, aussi Nathan? avec les grosses têtes DJ que tout le monde connaît à l'international, Ouais. entre Bob Sinclair, DJ Snake, David Guetta, enfin c'est quand même des gros emblèmes du DJ quoi. Ouais et puis moi j'ai eu la chance, oui c'est vrai j'en ai même pas parlé, mais en Malaisie, il y avait Rivo aussi qui était passé. C'est un gros DJ, qui est en train de pas mal, bah, qui explose en ce moment, un peu dans la il fait, de la tech house pardon un peu, et du coup il était passé en Malaisie et j'ai eu la chance, tu vois, vu que j'étais français alors, je sais même pas comment c'est possible, mais j'étais en backstage donc j'ai pu parler 1 heure avec lui après son set, il était resté, enfin, c'était un truc une expérience de ouf, tu vois? Il me disait que la veille, il était avec David Guetta, tu vois? Enfin, moi, qui me disent ça, tu vois? Moi, j'étais comme un ouf, enfin, je veux dire, enfin, tu vois, c'est tout enfin, c'est d'être aussi proche, tu vois? Puis de pouvoir, échanger, tu vois? Encore une fois, demander des conseils, tu vois? Alors que moi, j'ai appris ça tout seul, tu vois? C'est une reconnaissance quand même, tu vois? Et donc c'est sûr que ça m'a ouvert, des opportunités, mais pas autant que je pensais en France en venant finalement. Parce que je pense que j'ai pas été justement, comme je disais, assez bon sur les réseaux et j'ai pas fait, tu vois, j'ai pas fait de TikTok, j'ai pas beaucoup posté sur les réseaux, j'ai pas plus communiqué dessus que ça. Donc en fait, les gens, ils le savent pas forcément et du coup, ça passe un peu à la trappe. Je pense que ça donne quand même une crédibilité parce que sur mon Insta, j'ai deux trois stories, deux trois trucs, mais c'est pas aussi reconnu que l'inverse, tu vois? Quand j'étais en Malaisie, c'est pas si grave, mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Après, je pense pas que ça m'aide beaucoup, une fois revenu en France. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Ça fait sens. Je crois qu'on arrive au terme de l'épisode. Tu penses quoi, Nathan? Je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets, c'était hyper intéressant. Je sais pas ce que tu en as pensé, Hippo. Est-ce que ça t'a apporté de la valeur? Ah! Est-ce que tu t'es Ouais, senti bah, moi, j'adore, hein. interviewé? Ouais, bah, c'est sympa. Écoute, moi, je partage un peu ce que je sais. Moi, si je peux aider, si ça a pu, s'il y a des jeunes DJ qui ont écouté ce podcast et qui veulent se lancer, et qui ont encore des questions, qui ont pas été vues dans l'interview, qui veulent, me poser, il y a pas de souci, ils peuvent m'en parler sur Instagram. Moi, je reste hyper ouvert. Il y a pas de souci là-dessus. Je peux donner des conseils. C'est vrai qu'on n'a pas abordé, les logiciels, la partie vraiment technique, mais en même temps, c'est quelque chose qui va être, bah, qui va pas intéresser forcément tout le monde puisque ça va être très là, on était plus business. Mais s'il y en a qui veulent plus de technique, plus de questions, là-dessus, moi, je reste ouvert, ils peuvent me contacter, il y a pas de souci, je peux les aider, à se lancer au début, même niveau matériel, il y a pas de souci. Carrément, bah, on mettra ton Instagram dans la description de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose, une dernière chose peut-être que tu veux partager à notre audience, faire un peu le mot de la fin? Bah, non, bah, merci en tout cas d'avoir écouté, le podcast et puis, n'hésitez pas, comme tu as dit, à mettre, 5 étoiles. Ça va vous aider et puis franchement, vous faites du bon travail les gars, c'est top. Je suis très content d'avoir été invité. Merci pour l'invitation. Écoute, merci à toi. Nous, on a une petite conclusion aussi typique qu'on fait avec nos Yes. invités. Ah, je l'ai pas vu ça, Donc, OK. c'est quoi pour toi ton secret pour être au top? Donc, ça peut être une routine, ça peut être un objet particulier, un lieu, quelque chose qui te permet d'être la meilleure version de toi-même rapidement. Euh, c'est clair. Comme je l'ai dit, c'est d'essayer, alors même si niveau sport, je suis pas encore au max, mais je pense c'est de garder une bonne routine et pas tomber dans les un peu les travers du monde de la nuit et rester vraiment, bah, au top quoi. Boire de l'eau, manger bien, faire attention et pas, tu vois, se lever à des 14 heures alors que tu te couches tard. C'est rester vraiment carré dans l'hygiène. Ok, je valide. Trop cool. Bah, merci beaucoup Hippolyte et puis,
Merci à vous. Yes. Ciao. Merci, Po.